Un homme aux cheveux gris et à la moustache examine une lettre, disant à mademoiselle Agnès qu'il voit qu'elle n'a été tutrice que pendant 3 ans. Agnès sourit gentiment, posant une main sur son cœur avec une expression pleine d'espoir. Dans un moment de méfiance mutuelle, l'homme remet en question ses motivations, tandis qu'Agnès note intérieurement à quel point il semble méfiant. Agnès sait qu'elle ne peut pas donner de réponse véridique, car elle ne peut pas avouer qu'elle est revenue du futur. Elle pense sombrement qu'elle ne peut surtout pas lui dire que son duc sera celui qui la tuera dans 14 ans. Une narration explique qu'Agnès May Graham, la 3e fille d'un baron, était réputée pour sa malchance particulière. Sa vie s'est effondrée après des fiançailles rompues, la forçant à devenir tutrice, un travail qu'elle a trouvé étonnamment adapté. Au fil du temps, elle se concentra sur son travail, manquant sa chance de mariage tandis que ses élèves grandissaient. Elle prit son dernier poste au domicile du marquis Reynolds, un jeune veuf avec des enfants jumeaux illégitimes. Un petit garçon aux cheveux blonds jette un coup d'œil nerveux derrière un rideau, appelant la mademoiselle. Le jeune garçon et sa sœur jumelle prennent les mains d'Agne, lui disant qu'ils ont quelque chose à lui donner. Les enfants lui offrent un bouquet de fleurs, qu'elle accepte avec un sourire ému et charmant. La scène idyllique se brise alors qu'une ville brûle, avec des soldats criant des ordres pour capturer un traître et ses enfants évadés. Dans une ruelle sombre, Agnès dit urgemment aux 2 enfants de courir pendant qu'elle crée une diversion. Mais le garçon demande ce qu'il en est d'elle. En pleurs, les enfants demandent désespérément si elle reviendra les chercher. Agnès serre les enfants dans une dernière étreinte serrée. La jeune fille pleure, s'accrochant à Agnès pendant leurs adieux. Main dans la main, les 2 enfants courent le long d'un sombre couloir de pierre, leurs pas résonnant. Agnès est capturée par un garde, qui déclare au duc qu'elle est celle qui a caché les enfants du traître. Sommée de lever la tête par une haute silhouette, Agnès lève les yeux avec une horreur naissante. Elle reconnaît l'homme à l'épée, comme le duc de Battenberg, qui demande froidement où sont les enfants. Agnès se demande pourquoi le duc, l'oncle du marquis, gère cela personnellement, réalisant que la situation est extrêmement grave. Le jeune marquis Reynolds, blond, est traîné devant le duc, implorant son oncle de le sauver. Le marquis plaide frénétiquement son innocence, suppliant son oncle de croire qu'il a été piégé. Le duc déclare froidement son neveu une honte et lève son épée, disant que c'est une bénédiction que sa sœur ne soit pas en vie pour voir cela. Tandis que le marquis supplie pour sa vie, Agnès ne peut que regarder avec horreur le duc se préparer à l'exécuter. Le sang éclabousse, et Agnès réalise avec choc que le duc a réellement tué son propre neveu. Le duc s'approche d'Agnès, notant que son silence suggère qu'elle ne confessera pas facilement. Il déclare que puisque les enfants ne font que se cacher, tout brûler suffira à les trouver. Alors qu'une épée est pressée contre son cou, Agnès le supplie désespérément d'attendre. Elle se demande intérieurement pourquoi elle doit mourir, prise dans la trahison du stupide marquis. Dans ces derniers instants, ses pensées se tournent vers les enfants qu'elle a tenté de sauver. Elle déplore mourir pour protéger les enfants du marquis. Un souvenir fugace d'elle bordant les 2 enfants endormis dans leur lit. Un autre souvenir apparaît, celui d'elle, enseignant joyeusement le piano aux enfants, son esprit répétant. Mais quand même... Un dernier souvenir précieux d'elle serrant fort les enfants remplit ses pensées. Avec de la défiance dans les yeux, Agnès dit au duc qu'il ne les trouvera jamais. Le duc, trouvant sa réponse malheureuse, abat rapidement son épée. Alors qu'elle meurt, Agnès est consumée par le regret, souhaitant avoir élevé correctement le marquis pour qu'il n'ait jamais rêvé de rébellion. Sa dernière pensée est une lamentation. Si seulement elle avait corrigé le caractère du marquis insensé plus tôt. Soudain, Agnès est de retour à la table d'entretien, remerciant poliment l'homme aux cheveux gris. Elle sirote son thé, réfléchissant qu'elle est en quelque sorte revenue 14 ans dans le passé, à l'âge de 22 ans. L'homme aux cheveux gris lui demande si elle aime le thé, et elle confirme qu'elle l'apprécie beaucoup. Elle complimente le thé sucré, cachant ses véritables intentions derrière un agréable sourire. Tout en souriant gentiment, elle jure intérieurement vengeance, disant au marquis Reynolds de l'attendre. Elle se souvient que l'homme qui a causé sa mort, Timothy Reynolds, n'est maintenant qu'un enfant de 7 ans. Timothy est devenu orphelin après la mort de ses parents dans un accident et a été ensuite recueilli par son oncle, le duc de Battenberg. Agnès voit le poste de tutrice comme une chance divine, mais l'homme aux cheveux gris révèle que la lettre de recommandation demandait en fait son renvoi. L'homme explique que son précédent employeur, le comte, souhaite qu'elle cesse complètement de travailler. Feignant l'amusement, Agnès rit et écarte la lettre, qualifiant le comte de plaisantin pour cacher la vérité. L'homme aux cheveux gris interroge Agnès sur ses anciens élèves, les enfants Westwick, et elle répond qu'ils ressemblaient beaucoup à leur mère.
Se souvenant des enfants s'accrochant à elle et pleurant, Agnès les considère comme d'adorables fauteurs de troubles et regrette d'être partis, mais note qu'ils sont restés en contact. L'homme la met en garde contre les rumeurs entourant le poste, déclarant que ce n'est pas un emploi convenable pour une jeune femme, mais Agnès feint l'ignorance. Il demande si elle est vraiment venue sans aucune information, et elle confirme intérieurement ne connaître que l'histoire de base de la mort du marquis. Visiblement troublé, l'homme demande si ce n'est pas pour cela qu'ils embauchent, mais Agnès répond de manière cryptique qu'il y a plus à cela. Un flashback révèle que de nombreux tuteurs sont venus et repartis, y compris un vétéran avec 15 ans d'expérience qui a affronté le jeune maître. L'histoire continue, montrant comment même le tuteur vétéran n'a pas pu gérer le tempérament du jeune maître, et a démissionné en moins d'un mois, après avoir été tourmenté par des insectes. L'homme aux cheveux gris conclut son récit d'avertissement avec une expression sombre, déclarant que le dernier tuteur est parti en larmes. Il explique que pour éviter la propagation de plus de mauvaises rumeurs, il recherche spécifiquement un tuteur résident. Il avertit que le jeune maître est si difficile que maintenir un horaire régulier est un défi, mais Agnès déclare joyeusement que ça va. L'homme exprime des doutes quant à sa capacité à gérer avec seulement 3 ans d'expérience, mais Agnès affirme avec confiance qu'elle est fière de sa vie difficile. Un moment calme et tendu passe entre eux dans la grande pièce silencieuse. Résigné, l'homme se frotte le front fatigué, et lui dit de ne pas le blâmer pour ce qui va suivre. Agnès rayonne de joie, joignant les mains et demandant avec impatience si elle peut commencer ses fonctions dès aujourd'hui. L'homme accepte de la conduire à sa chambre, l'informant qu'elle rencontrera le jeune maître le lendemain. Pendant qu'il marche, l'homme se présente comme Carlo Vichot, et Agnès confirme qu'elle doit s'adresser à lui comme au majordome. Carlo explique qu'elle devra éventuellement saluer le duc, mais son retour de son emploi du temps chargé est incertain. En montant un grand escalier, Carlo rassure Agnès sur le fait que le duc lui a confié toutes les questions d'embauche. Agnès s'émerveille devant le magnifique bâtiment, pensant qu'il est à la hauteur de la réputation d'une famille noble de premier plan. Elle se souvient sinistrement du duc, Ethan Henry Battenberg, l'homme impitoyable de son futur, et jure que cette fois-ci sera différente, tandis que Carlo promet une bonne compensation. Agnès rassure le majordome sceptique, lui disant qu'elle est excellente pour gérer les enfants espiègles, misant en secret sur ses 17 ans d'expérience avant la régression. Alors qu'Agnès marche avec assurance, un cri soudain et perçant de « Ka » éclate dans le couloir, la faisant, ainsi que Carlo, s'arrêter net. Une femme de chambre terrifiée court devant eux, fuyant un petit garçon blond qui la poursuit avec un gros insecte. Le jeune garçon, tenant une chenille du bout des doigts, observe avec un sourire espiègle et demande ce qu'il se passe. Agnès le regarde avec une résolution d'acier, jurant de bien l'élever, tandis qu'un Carlo paniqué lui rappelle qu'elle commence demain. Le majordome lui fait remarquer frénétiquement qu'elle n'a même pas encore signé de contrat, mais Agnès demande froidement si elle n'a pas déjà été embauchée. Carlo désespère que tout le monde démissionne le premier jour, mais Agnès affirme intérieurement que ce n'est plus un travail, mais une question de survie. Avec une détermination féroce, Agnès s'avance vers l'agitation, déclarant qu'elle ne fuira jamais, car c'est sa stratégie de survie. Tenant le contrat, Carlo est ému aux larmes par sa détermination, murmurant son nouveau titre, Maître. Le jeune garçon, identifié comme l'infâme marquis Timothy Evan Reynolds, fronce les sourcils, agacé d'être ignoré. Reconnaissant le garçon qui a causé sa mort, Agnès se rappelle de rester calme et d'approcher l'enfant innocent avec sincérité pour atteindre un futur heureux. Avec un sourire glaçant, Agnès se demande intérieurement si la sincérité peut vraiment s'épanouir ici et dit à Timothy que ce n'est pas une façon de parler à un adulte. Timothy réplique qu'il dit la vérité, alors Agnès décide de l'appeler par son nom, le mettant en rage alors qu'il ordonne qu'elle soit jetée dehors. Tandis que Timothy la renvoie avec hauteur, laissant tomber son insecte, Agnès peine à garder son calme tandis qu'il se plaint qu'elle a gâché son plaisir. Timothy s'essuie la main sale tandis qu'Agnès devine correctement qu'il harcelait la femme de chambre avec des insectes. Agnès réprimande fermement Timothy pour avoir tourmenté ceux de statut inférieur, mais il lui crie avec colère de partir pour avoir utilisé son nom. Tenant bon, Agnès informe Timothy qu'elle est officiellement embauchée et lui ordonne de s'excuser auprès de la femme de chambre, le choquant par son audace. Timothy menace furieusement de lui faire vouloir démissionner elle-même si elle ne part pas immédiatement. Imperturbable, Agnès répète sa demande d'excuses, ce à quoi Timothy répond par un sourire méprisant. Agnès précise qu'il doit s'excuser auprès de la femme de chambre terrifiée, mais Timothy se moque de l'idée de s'excuser auprès de cette gamine. Elle insiste qu'il doit s'excuser pour sa faute, mais il ne fait que lui crier en retour défiant, ce qu'il a fait de mal.
Après avoir contraint la femme de chambre à dire qu'il n'avait rien fait de mal, Timothy tourne sa rage vers Agnès, exigeant de savoir qui elle est pour le sermonner. Agnès réfute calmement ses affirmations, insistant sur le fait qu'il a eu tort, ce qui ne fait que le pousser à la traiter de ridicule. Timothy déclare avec arrogance qu'il est bien supérieur à la femme de chambre. Il proclame sa supériorité sur toutes les personnes présentes, déclarant qu'elles sont toutes sous ses ordres et doivent lui obéir. Il pointe du doigt d'un air accusateur, exigeant de savoir s'il l'écoute. Avec un sourire menaçant, Agnès attrape la tête de Timothy, pensant que son arrogance rend la perspective de le corriger encore plus satisfaisante. Reculant, elle l'informe froidement que son attitude n'efface pas sa faute. Agnès réfléchit à la façon dont le statut élevé de Timothy en tant que jeune marquis orphelin, deuxième après le duc, lui a permis de devenir un tyran sans personne pour le discipliner. Timothy crie sur Agnès, se plaignant qu'elle est trop bruyante. La femme de chambre, tressaillant, balbutie de peur, tandis que Timothy la pointe du doigt, exigeant son attention. La femme de chambre est horrifiée par la demande de Timothy, mais il insiste avec suffisance sur le fait qu'elle doit obéir à tous ses ordres. Agnès apparaît soudainement, tenant l'insecte, demandant où l'emmener, tout en notant intérieurement que Timothy fait cela parce qu'il sait qu'elle les déteste. Faisant pendre l'insecte, Agnès demande ce qui ne va pas, rappelant à un Timothy horrifié qu'il lui a dit de l'apporter et de le suivre. Timothy tressaille de dégoût, tandis que le grand insecte ressemblant à un mille-pattes pend dangereusement près de son visage. Avec un sourire sinistre, Agnès savoure intérieurement l'occasion de s'occuper de ce petit vaurien. Agnès suggère joyeusement d'aller dans sa chambre, mais un Timothy horrifié recule, refusant de laisser l'insecte entrer. Réalisant qu'il n'aime que faire peur aux autres, Agnès taquine un Timothy terrifié en faisant pendre l'insecte et en lui demandant de la conduire à sa chambre, ce qui le fait hurler de s'éloigner. Enragé, Timothy donne un coup de pied à Agnès dans le tibia, criant à la vilaine chose de se comporter si fièrement. Alors qu'Agnès feint d'être blessée, Timothy pointe du doigt et déclare que la femme laide le mérite. Timothy s'éloigne en tapant du pied, lui ordonnant de ne plus jamais apparaître, tandis qu'Agnès observe calmement depuis le sol. Bien qu'une veine apparaisse sur son front, Agnès force un sourire, se disant de rester calme et de ne pas se fâcher contre un enfant. Timothy menace de lui lancer sa chaussure, mais Agnès remarque que son pied nu signifie qu'il déteste vraiment les insectes. Avec une expression sérieuse, Agnès annonce qu'elle a une leçon préliminaire à lui enseigner, laissant Timothy se demander si elle est folle. Après avoir placé des insectes sur sa chaussure, Agnès déclare qu'il doit porter des chaussures à l'extérieur et se jette pour les lui remettre. Agnès avance menaçante avec la chaussure couverte d'insectes, rappelant à un Timothy terrifié que ses chaussures sont enlevées parce qu'il les a retirées. Hurlant qu'elle est folle, Timothy s'enfuit dans le couloir avec Agnès à ses trousses. Avec un sourire terrifiant, Agnès se jette sur lui, insistant sur le fait qu'elle lui remettra ses chaussures. La poursuite les mène sur le toit, où un Timothy haletant la qualifie de persistante. Depuis le toit des quartiers des domestiques, Timothy lui crie de rester en arrière, refusant de porter ses chaussures. Timothy menace de la renvoyer, mais Agnès réfute calmement son autorité et répète sa demande. Alors que Timothy tape du pied avec défi, Agnès craint que sa crise de colère ne fasse s'effondrer le vieux toit. Agnès essaye de raisonner Timothy sur le danger, mais il refuse avec colère d'écouter une vilaine chose. Il tape du pied à nouveau, la traitant de sotte, tandis qu'elle l'avertit frénétiquement d'arrêter. Timothy rejette avec colère son autorité, remettant en question qui elle se prend pour lui donner des ordres. Réalisant que raisonner est futile, Agnès change de tactique et propose de partir la première, mais Timothy questionne avec colère ses actions. Furieux d'être ordonné, Timothy tape fort du pied et le toit sous lui se fissure. Le toit cède et Timothy perd l'équilibre, tombant tandis qu'Agnès tente de l'atteindre. Agnès crie le nom de Timothy d'horreur, la main tendue tandis qu'il chute. Elle parvient à l'attraper, mais ils s'écrasent tous les deux à travers le toit, Timothy atterrissant sur elle. Allongée dans un tas de foin, Agnès ouvre les yeux, soulagée d'être en vie grâce à l'écurie en dessous. Elle réfléchit que Timothy est l'enfant le plus difficile qu'elle ait jamais rencontré, un contraste frappant avec ses élèves précédents, respectueux. Tandis qu'Agnès se dit de se calmer, un cheval l'observe tranquillement depuis son box. Le cheval la surprend d'un coup de dent, et Agnès glapit, réalisant que ce n'était pas juste une partie du décor. Agnès lève les yeux, surprise, reconnaissant la voix qui vient de lui parler. Le duc de Battenberg, aux cheveux noirs, lui dit froidement de se lever, car elle est à la place de son cheval. Figée par la peur, Agnès reconnaît le duc comme l'homme qui l'a tué dans sa vie passée.
Le duc répète son ordre et Agnès boute intérieurement de sa grossièreté, blâmant sa mauvaise tutelle pour le comportement de lui et de Timothy. Agnès décide que la décence commune dicte qu'il faut d'abord vérifier si une personne tombée va bien. Toujours assise dans le foin, Agnès demande s'il va lui prêter main forte, mais le duc lui demande froidement pourquoi il le ferait. Elle soutient que c'est une courtoisie élémentaire d'aider une dame en détresse, mais il reste impassible. Agnès le presse, demandant sarcastiquement si le fumier de cheval est trop sale pour qu'il offre son aide. Le duc rejette sa détresse face au fumier et ne voit aucune raison d'aider, mais Agnès insiste qu'une raison n'est pas nécessaire pour la gentillesse. Il rétorque qu'il n'a aucune raison d'ignorer sa leçon, mais Agnès tient bon. Alors que le duc exige de savoir qui elle est, Agnès lui fait la leçon qu'il faut parfois faire ce qui est juste sans raison, comme aider ceux qui sont en difficulté. Elle poursuit avec insistance, suggérant qu'un autre exemple est de prendre soin d'un neveu orphelin. Le duc la congédie, mais Agnès le confronte directement, déclarant que c'est son affaire et qu'il regrettera sa froide manière de vivre. Avec une détermination renouvelée, Agnès dit au duc qu'il devrait la croire, jurant qu'elle ne se permettra pas d'abandonner. Le duc répète son exigence de savoir qui elle est, puis demande froidement si elle est même en vie. Un Carlo paniqué entre en courant avec un Timothy surpris, appelant mademoiselle Graham pour voir si elle va bien. Carlo baisse les yeux avec inquiétude, tandis qu'Agnès, face au duc, s'adresse nerveusement à lui en tant que « Votre grâce ». Alors qu'un Timothy hésitant demande quand il est arrivé, le duc demande désinvoltement un baiser de bienvenue, une requête qu'Agnès note comme révélant leur terrible relation. Un bruit se fait entendre alors qu'elle prend audacieusement la main du duc, surprenant Timothy et Carlo, tandis qu'elle se prépare à répondre à sa question. Tenant fermement sa main, elle se présente comme Agnès Graham, sa nouvelle tutrice privée. Le duc interroge son titre, alors Agnès l'incite joyeusement à se présenter en retour. Il se présente comme Ethan Henry Battenberg et lui dit avec irritation de lâcher sa main. Agnès accepte joyeusement, lâchant sa main et déclarant qu'il semble qu'elle ait maintenant 2 élèves, pas seulement un. Un Timothy et un Carlo horrifiés apparaissent dans un panneau chibi, le majordome se demandant s'il devrait la renvoyer sur le champ. Le duc rejette calmement l'idée, déclarant qu'il est intrigué par sa promesse de lui faire regretter ses paroles et ne voit aucun intérêt à la renvoyer. S'éloignant, le duc la met au défi de voir combien de temps elle peut tenir à son nouveau poste. Agnès se tient avec confiance au milieu d'une aura florale, rétorquant qu'il est bien placé pour parler. Carlo et Timothy ne peuvent que regarder de côté tandis qu'Agnès tient bon. Agnès trébuche soudainement, réalisant qu'elle a failli mourir à nouveau et qu'affronter le duc était bien plus effrayant qu'elle ne l'avait imaginé, tandis qu'un Timothy inquiet la tapote et lui demande si elle est blessée. Agnès le taquine, lui demandant s'il est inquiet, ce qui pousse un Timothy troublé à le nier avec véhémence, tandis qu'elle trouve en privé sa réaction mignonne. S'effondrant sur une chaise longue, une Agnès épuisée réfléchit qu'elle a rencontré avec succès les 2 causes de sa mort, identifiant ainsi la racine de son problème. Contemplant l'oncle froid et le neveu désagréable, Agnès décide que Timothy est prometteur, car il semblait réellement inquiet quand il pensait qu'elle était blessée. En contemplant le domaine Battenberg, elle conclut que pour traiter avec des personnes exceptionnelles, il faut d'abord apprendre à parler leur langage. Timothy se réveille avec des gribouillis sur le visage, demandant furieusement si Agnès l'a dessiné pendant qu'il dormait. En riant, Agnès lui rappelle qu'il a mis des grenouilles sur son lit, pensant qu'il ressemble à un mignon petit singe, tandis que Timothy insiste qu'elle a dépassé les bornes, et elle rétorque que les farces ne sont pas seulement pour les enfants. Timothy crie que ses actions ne sont pas une farce, mais elle insiste que si, notant en interne qu'il ressemble à un clown et qu'au moins aucune grenouille n'a été blessée. Lorsque Timothy se moque de se soucier d'une grenouille, Agnès l'informe gravement que 2 des grenouilles sont mortes à cause de ses actions. Il demande avec défi comment c'est de sa faute, arguant qu'elle serait morte de toute façon. Timothy déclare sa propre importance par rapport à de simples grenouilles, tandis qu'une Agnès souriante pense qu'il a beaucoup à apprendre. Agnès commence sa leçon, demandant à Timothy d'expliquer pourquoi être humain le rend plus important qu'une grenouille, une question qu'il trouve absurdement évidente. Timothy énumère la supériorité humaine en intelligence, longévité et force, mais Agnès retourne sa logique contre lui, demandant si cela signifie qu'elle est meilleure que lui, parce qu'elle est plus âgée, plus grande et plus forte. Surpris, Timothy bégaye, incapable de répondre alors qu'il demande ce qu'elle essaye de dire. Agnès se sourit simplement et lui dit de réfléchir à sa question. Observant son silence, Agnès croit que le jeune homme vif commence enfin à sentir le poids de ses mots. Elle pense que le simple fait de lui faire réaliser que sa logique est erronée est suffisant pour l'instant, tandis qu'un Timothy troublé se détourne,
la traitant de bizarre. Timothy marmonne à propos de son étrange sermon pour une farce, mais Agnès sourit simplement et lui dit qu'elle pense qu'il est très intelligent. Timothy l'accuse de flatterie, ce qui, selon lui, ne fonctionnera pas, mais il se gonfle de fierté quand elle suggère que les gens intelligents méritent le respect. Agnès explique qu'elle essaye simplement de parler son langage. Réalisant qu'elle fait le même point depuis le début, un Timothy rougissant le rejette comme absurde. Agnès feint espièglement la surprise qu'il connaisse le mot non-sens, le taquinant sur le fait qu'il pense qu'elle le traite de stupide. Poursuivant ses taquineries, elle demande s'il ne sait simplement pas comment utiliser le mot, puis le félicite immédiatement de le connaître du tout. Exaspéré, Timothy lui crie d'arrêter de chercher la bagarre et demande furieusement du papier. Après qu'il ait parfaitement écrit non-sens, Agnès remarque son écriture étonnamment nette, tandis qu'il se vante fièrement d'avoir réussi. Agnès le couvre de louanges pour son écriture impressionnante, ce qui fait qu'un Timothy rayonnant se gonfle de fierté, oubliant commodément son rejet antérieur de la flatterie. Souriant chaleureusement, Agnès réfléchit que malgré sa bravade, il n'est qu'un enfant après tout. Un Timothy légèrement timide mais content s'assied à côté d'une Agnès souriante. Alors qu'ils sont assis ensemble, un Timothy rougissant semble se réchauffer à ses louanges, regardant son papier avec un nouveau sentiment d'accomplissement. Désireuse de poursuivre la leçon, Agnès demande à Timothy s'il y a d'autres mots qu'il peut écrire pour elle. Remarquant l'heure sur une horloge grand-père, Agnès déclare que c'est l'heure du goûter, et charge Timothy d'en informer le majordome, lui rappelant d'être de retour avant 4 heures. Agnès le traite de lâche pour avoir essayé de s'enfuir, ce qui le met en rage alors qu'il se prépare à riposter. Avec un sourire confiant, Agnès dit à Timothy d'y aller s'il veut courir. Agnès tapote la tête de Timothy, l'avertissant que s'il n'est pas de retour à 16h10, elle le ramènera elle-même, pendant qu'il marmonne qu'il ne se fera pas prendre. Vilaine. Timothy repousse furieusement sa main, lui criant d'arrêter. Alors que Timothy s'éloigne en courant, Agnès le regarde tendrement, pensant qu'il est mignon et qu'elle s'attache, mais elle décide de ne pas le presser de s'ouvrir. Un clic retentit tandis qu'Agnès consulte sa montre de poche, notant qu'il reste 1 heure avant 4 heures. Tenant une orange avec une expression déterminée, Agnès décide qu'il est temps de bouger. En parcourant le domaine, Agnès se dit que 10 jours se sont écoulés et qu'elle a appris quelque chose. Sa première observation sur Timothy est qu'il adore faire des farces enfantines. Ses deuxième et troisième observations sont qu'il déteste les insectes et les amphibiens, mais les utilise quand même pour des farces. La quatrième observation d'Agnès est que Timothy est étonnamment facile à blesser, surtout quand il a l'impression que quelqu'un a abandonné l'idée de l'aider. Agnès salue joyeusement un domestique surpris, Johan, qui demande avec incrédulité pourquoi elle est encore là. Johan insiste nerveusement, quoi qu'il arrive, il ne peut pas la laisser entrer. Agnès déclare qu'elle va simplement se recoucher par terre, soupirant qu'il y a quelque chose d'encore plus difficile à gérer que Timothy. Johan la supplie de garder sa dignité, mais elle rétorque que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors qu'elle feint de s'effondrer, il la saisit frénétiquement, la suppliant de se lever avant qu'elle ne se mette à pleurer par terre. Johan a du mal à la retenir, lui rappelant que le duc a dit de faire un rapport au majordome, mais Agnès argumente que les progrès d'un élève doivent être rapportés aux parents. Après que Johan lui concède son point mais l'avertit de la haine du duc pour le bruit, Agnès menace sournoisement de faire une scène qui leur vaudra des réprimandes à tous les deux, le laissant sans voix. Vaincu, Johan lui dit d'entrer, et Agnès marche triomphalement, lui demandant d'ouvrir la porte. Un Johan résigné soupire qu'il comprend, se demandant intérieurement pourquoi le duc la laisse entrer à chaque fois. Alors qu'ils se tiennent devant les grandes portes, Johan se demande si c'est parce qu'elle est la première tutrice à survivre 10 jours. Alors que Johan se demande si joyeuse est le bon mot pour la décrire, Agnès entre en trombe dans la pièce, annonçant bruyamment au duc qu'elle arrive. Alors que la porte se referme, un Johan stupéfait reste derrière, concluant que son comportement n'est pas joyeux, il est absolument intrépide. Talent à veau. Agnès annonce sa deuxième information sur Ethan Henry Battenberg, mais il lui dit froidement que les rapports quotidiens sont inutiles. Souriante, Agnès lui rappelle qu'il a dit qu'elle pouvait entrer et lui tend un morceau de papier. Le duc prend le papier de son bureau, demandant simplement ce que c'est. Brandissant l'écriture de Timothy, elle montre fièrement qu'il peut écrire et même utiliser une expression comme argument suspect. Agnès loue le vocabulaire avancé et la vivacité de Timothy, suggérant un entraînement à l'escrime pour lui. Le duc rejette sa suggestion en disant qu'il en parlera à Carlo, mais Agnès insiste, notant l'impressionnante farce de Timothy consistant à attraper des grenouilles. Lorsque le duc répète qu'il en parlera à Carlo, Agnès le corrige sévèrement,
insistant pour qu'il s'adresse à elle comme Votre Excellence et se concentre sur son neveu. Sans lever les yeux, le duc prétend qu'il écoute, mais Agnès exige qu'il la regarde réellement pendant qu'il parle. Le duc soupire que c'est fatigant, mais Agnès rétorque qu'élever un enfant est intrinsèquement source de problèmes. Se penchant sur son bureau, Agnès répète fermement sa demande qu'il lui fasse face lorsqu'il parle. Agnès réfléchit que Timothy ne craint que son oncle et veut probablement juste éviter d'être détesté par lui. Elle médite sur le fait que tout orphelin désirerait de l'affection, mais le duc ne montre aucun intérêt au-delà du devoir et de la formation. Agnès conclut que le duc est encore pire que Timothy en matière de communication, car il fait simplement semblant de ne pas écouter, ne donnant que des réponses tièdes. Tandis que le duc continue d'écrire, Agnès claque ses mains sur son bureau, déterminée à ne pas le laisser la renvoyer aujourd'hui. Le duc lève enfin les yeux, affirmant qu'il fournit déjà au garçon tout ce dont il a besoin. Le duc énumère abri, repas, personnel, et un tuteur comme preuve de sa tutelle, ajoutant qu'il écoute même ses rapports quotidiens. Il regarde à travers le vaste bureau et demande ce qu'un enfant pourrait bien avoir besoin de plus pour grandir correctement. Agnès répond doucement à sa question, de l'attention et de l'amour, reconnaissant que sa vision est idéaliste. Elle dit sincèrement au duc que Timothy a besoin d'un foyer stable et aimant par-dessus tout. Le duc se moque de l'idée d'un foyer parfait, affirmant que c'est impossible puisqu'il n'est pas parent, et demande sarcastiquement si elle veut qu'il propose Timothée à l'adoption. Frustrée par sa délibérée mauvaise interprétation, Agnès soupire, réalisant que 10 jours ne suffiront pas à résoudre la tension profondément enracinée entre eux. Avec une détermination renouvelée dans ses yeux, Agnès décide qu'elle ne peut pas simplement exiger qu'il accepte sa façon de penser. Réalisant qu'elle devrait être reconnaissante de ne pas avoir été renvoyée, Agnès dit au duc qu'il doit aussi faire un effort pour comprendre Timothy. Dans un panel de style chibi, Agnès explique que bien qu'ils parlent la même langue, ce n'est pas le genre de langage qu'elle veut dire. Le duc avoue qu'il ne comprend pas un mot de ce qu'elle dit, ce à quoi Agnès pointe du doigt, et s'exclame que c'est exactement le langage dont elle parle. Tandis que le duc la regarde, complètement perplexe, Agnès sourit et propose d'essayer de se rapprocher de lui aussi. Le duc et Agnès échangent un regard tendu, tandis qu'il interroge doucement sa proposition inattendue. Le duc remarque froidement qu'il ne se roule pas dans le fumier, ce qui pousse Agnès à claquer sa main sur le bureau et à répliquer qu'elle non plus. Avec un sourire déterminé, Agnès réfléchit que l'éducation exige de la patience et résout de voir qui remportera cette bataille de volonté. La scène se déplace vers le duc, dont les beaux traits, y compris les cheveux noirs et les yeux bleus, sont décrits comme la définition même de la beauté. Une vue de profil pensif du duc met en valeur ses traits marqués et contemplatifs alors qu'il baisse les yeux. La narration loue l'apparence impeccable et le rang élevé du duc, ce qui en fait l'objet d'admiration et de désir, tandis que Johann se tient silencieusement devant son bureau. Un gros plan sur le regard intense du duc révèle une force étrange et autoritaire qu'il possède d'un simple coup d'œil. Saisi par le regard du duc, Johann sursaute et s'excuse abondamment. Tape. Tape. Le duc remarque les regards nerveux de Johann et lui dit de parler librement, poussant le serviteur à bégayer. Johann avoue sa curiosité concernant la conversation du duc avec Agnès, notant à quel point il était inhabituel qu'elle n'ait pas eu peur de lui comme tout le monde. Paniqué, Johann s'excuse précipitamment et clarifie qu'il voulait dire que le duc a un air d'autorité extraordinaire, et non qu'il est intimidant, tout en réaffirmant qu'Agnès n'était effectivement pas effrayée. Johann ajoute qu'Agnès est également très bavarde et qu'il y a eu de nombreux compliments à son sujet dans tout le manoir. Estar est fief. Il rapporte avec joie que depuis l'arrivée d'Agnès, les farces de Timothy ont diminué, et maintenant, le personnel discute avec enthousiasme des guerres de farces quotidiennes entre eux, tenant même les comptes. Le duc écoute en silence, pensant qu'il entend ces rapports quotidiennement et qu'Agnès n'endure clairement pas les farces passivement. Lorsque Johann s'excuse d'avoir trop parlé, le duc le surprend en lui ordonnant de continuer à parler. Un Johann confus rappelle au duc son invitation à dîner du prince héritier, se demandant s'il n'est pas occupé. Alors que le duc se lève pour partir, il dit à Johann qu'il écoutera en chemin, laissant le serviteur nerveux bégayer qu'il ne sait pas grand-chose de plus. Le duc ordonne calmement à Johann de dire ce qu'il sait, tandis qu'il sort du bureau, le serviteur s'empressant d'obéir. Marchant dans le couloir, le duc réfléchit à la résilience inhabituelle d'Agnès, concluant qu'elle n'est pas une personne ordinaire et que sa tolérance envers elle, qui l'a épargnée jusqu'à présent, prend fin aujourd'hui. Agnès jure qu'elle ne laissera pas le duc vivre avec des regrets, tandis que lui, en retour, se moque de l'idée même de ressentir du regret. Lorsque Johann demande si quelque chose de bien s'est produit,
le duc se moque intérieurement de la notion de regret, et rejette la question. Plouf! Agnès s'effondre sur son lit, gémissant que son travail est insupportablement difficile. Épuisée dans son lit, Agnès médite sur l'épreuve éreintante de gérer les farces de Timothy tout en essayant de gagner la faveur de son tuteur. Se tournant et se retournant dans son lit, Agnès regrette de s'être vantée de « réparer le duc », frustrée par son manque de coopération. Elle réfléchit que si Timothy est un enfant et facile à comprendre, son deuxième élève, le duc, est une énigme complète qu'elle ne peut pas du tout décrypter. Frustrée, Agnès se tourne et se retourne, se demandant si elle peut faire confiance à son approche avec quelqu'un d'aussi indifférent que le duc, ce qui va à l'encontre de ses méthodes habituelles. Elle pense à sa règle personnelle de ne jamais intervenir au-delà d'un certain point dans un foyer, une limite qu'elle a toujours respectée. Agnès réfléchit à sa philosophie professionnelle. Une tutrice est une employée, pas une membre de la famille. Et dépasser les limites mène au renvoi, donc elle guide les enfants sans leur imposer ses opinions. Bien qu'elle croie au respect de la ligne entre tutrice et famille, elle admet que cette fois, elle espère quelque chose de plus. Se tournant et se retournant dans son lit, Agnès se demande pourquoi le duc ne l'a pas encore renvoyée, étant donné le désagrément qu'elle cause, avant de décider de simplement oublier cela. Un souvenir de 2 enfants de la maison du comte Westwick refait surface, et Agnès est remplie de regrets de ne pas avoir pu leur dire un au revoir approprié. Elle se redresse, se rappelant comment elle a échangé des lettres avec les enfants Westwick dans sa vie passée, et souhaitant pouvoir avoir une relation similaire ici à Battenberg. Assise sur son lit, Agnès réaffirme ses objectifs: guider Timothy, le réconforter, et être une source de conseils. Elle considère sérieusement qu'elle n'a plus qu'environ 3 ans en tant que tutrice avant que Timothy n'ait 10 ans. Avec une résolution renouvelée, Agnès décide qu'elle doit créer un environnement familial parfait pour lui pendant ce temps, bien qu'elle se demande si le parfait est vraiment nécessaire. Agnès réalise que Timothy a besoin d'un tuteur à plein temps, et la pensée que la future épouse du duc devienne une autre figure d'autorité la fait se demander si c'est ce qui l'a poussée à se comporter ainsi. Secouant la tête, Agnès se dit d'arrêter de penser au travail quand elle n'est pas en service, bien que les pensées persistent. Le lendemain matin, une lumière solaire éclatante brille à travers une fenêtre ornée, signalant un nouveau jour. Agnès sirote calmement son thé, faisant remarquer à Timothy à quel point leur élégant goûter est bienheureux et paisible. Timothy l'interrompt sèchement, criant « Hé !» alors qu'elle lui offre un autre biscuit. Dans un mignon style chibi, Agnès rappelle à Timothy de l'appeler maîtresse ou Agnès, mais il réplique en lui demandant pourquoi elle ne le tuteur pas. Lorsque Timothy l'accuse avec colère de paresser au lieu d'enseigner, Agnès explique calmement qu'elle suit simplement l'emploi du temps des leçons. Agnès dit joyeusement à Timothy qu'elle est restée éveillée toute la nuit pour planifier de créer des liens avec lui par le jeu. Mais il se moque de l'idée enfantine. Lorsque Agnès lui demande en plaisantant s'il veut secrètement étudier, un Timothy troublé le nie avec véhémence, frustré par son jeu de mots. Agnès propose un pari. Ils jouent si elle gagne, ils étudient s'ils gagnent, mais Timothy rejette cela comme un piège boiteux. Lui rappelant qu'il avait déjà accepté un pari pour la rattraper pour plus de goûter, Agnès défie Timothy de faire de son mieux. Tandis que Timothy lui crie dessus pour être une adulte ridicule, une Agnès souriante déclare que le monde de la compétition est impitoyable. Agnès sourit à elle-même, réaffirmant sa résolution de la nuit précédente de persévérer coûte que coûte, sachant que sa vie est en jeu. Serre à son torse, elle réfléchit à l'effort sincère qu'elle déploie pour tenter de créer des liens avec Timothy chaque jour. Agnès justifie intérieurement ses farces comme un signe de sincérité, notant qu'elle s'est même levée à l'aube pour mettre des fruits mous et gâtés dans les pantoufles de Timothy, afin d'éviter de gaspiller de la bonne nourriture. Le qualifiant de mesquin en plaisantant pour lui avoir attaché les cheveux au lit, Agnès complimente ensuite son travail soigné et demande avec espièglerie qui lui a enseigné une telle compétence. Timothy marque une pause, l'air légèrement déconcerté par sa question. Réalisant son faux pas, Agnès se demande si la seule personne qui aurait pu apprendre à un garçon à tresser des cheveux est sa mère. Les yeux dans l'ombre, Timothy la met au défi, lui demandant ce qu'elle ferait s'il lui disait. Agnès déclare joyeusement qu'elle lui demanderait simplement de lui tresser les cheveux à nouveau, mais cette fois-ci, de le faire joliment. Patatras, Agnès s'effondre dramatiquement au sol, ses cheveux maintenant défaits, tandis que Timothée lui demande comment elle a fait, et elle jure intérieurement d'utiliser sa nouvelle compétence pour lui un jour. Timothy l'accuse avec colère de vouloir se faufiler à nouveau dans sa chambre, mais Agnès rétorque calmement qu'elle ne le fera pas, à moins qu'il ne se faufile d'abord dans la sienne. Alors que Timothy crie de frustration qu'il est impossible de lui parler, Agnès l'invite à s'asseoir pour le thé, ce qui le pousse à lui crier si elle pense qu'il en veut.
Plouf vaincu, Timothy s'assoit sur le sol marmonnant à quel point elle est agaçante. Avec un sourire en coin, Timothy lui dit de se dépêcher et de servir le thé. Agnès accepte joyeusement, se demandant en privé s'il ne se conforme que parce qu'il se retient en raison de leur pari. Alors qu'elle lui sert son thé, Agnès se sent pleine d'espoir, pensant qu'il est moins provoquant maintenant et que les choses pourraient aller mieux qu'elle ne l'espérait. Dans une vignette de style chibi, Timothy lui reproche d'arrêter de marmonner comme une perverse. Prenant une gorgée de thé, Timothy dit brutalement à Agnès qu'elle est déjà laide et qu'elle ne devrait pas aggraver les choses. Avec un sourire forcé, Agnès fulmine intérieurement, reprenant ses pensées optimistes et réalisant qu'ils ont encore un long chemin à parcourir. Plus tard, Timothy, pieds nus, marche sur la pointe des pieds dans un couloir, pensant que Agnès est une enfant étrange et persistante. Il sourit d'un air malicieux, pensant qu'elle ose défier un marquis, et décidant qu'il va cette fois-ci déverser de la teinture sur tous ses vêtements. Ailleurs, deux servantes bavardent, l'une note qu'Agnès est la fille d'un noble, mais l'autre rétorque que si elle travaille pour de l'argent, elle est comme elle. La servante poursuit, plaignant Agnès de devoir se plier aux caprices de ce gamin, juste pour gagner sa vie après être venue d'une bonne famille. Les servantes concluent qu'Agnès doit être coincée avec le petit diable parce que sa famille a connu des difficultés. À proximité, Timothy entend toute leur conversation et fronce les sourcils. L'une des servantes affirme avec une sombre certitude qu'Agnès ne fait son travail que parce qu'elle y est obligée. Les servantes conviennent qu'il faut endurer de telles choses pour gagner sa vie, l'une d'elles paraissant surprise par l'idée. Brillant de détermination, Timothy court le long d'un couloir sombre et grandiose. Chut. Agnès gît sur le sol, sa chemise de nuit blanche éclaboussée d'un liquide violet foncé. Burk. Serrant sa robe tachée, elle recule, se demandant quel genre de teinture forte a été utilisée sur elle. Levant les yeux, elle voit Timothy debout au-dessus d'elle, tenant une bourse, et demande si c'était lui. Timothy la regarde, son expression illisible, tandis qu'il reste silencieux. Agnès demande si c'est vraiment lui, et il confirme froidement que c'était lui. Avec une expression douloureuse, Timothy lui ordonne de disparaître immédiatement de sa vue. Confuse par son comportement inhabituellement dur, Agnès lui demande ce qui se passe. Le visage plongé dans l'ombre, Timothy lui dit amèrement qu'elle est comme tous les autres à la fin. Alors qu'Agnès la regarde avec confusion, Timothy l'accuse de n'être pas différente de tous les autres adultes. S'agenouillant à son niveau, elle lui demande doucement si tous les adultes lui ressemblent vraiment. La douleur de Timothy explose, alors qu'il l'accuse de ne s'occuper de lui que parce que c'est son travail, laissant Agnès stupéfaite alors qu'elle demande qui lui a dit cela. En pleurant, il hurle qu'il a tout entendu, l'accusant d'avoir admis qu'elle était ruinée et n'avait accepté le poste qu'à cause du salaire élevé. Agnès réalise que les ragots des servantes ont été déformés, et tandis qu'elle hésite, Timothy lui demande en pleurant pourquoi elle ne le nie pas, en concluant que tout doit être vrai. Agnès confirme calmement qu'elle est venue pour gagner de l'argent et que l'enseignement est son travail, mais clarifie que les servantes qui ont bavardé ont également été embauchées pour être là. Elle couvre sa bouche, admettant qu'elle ne peut pas nier qu'elle travaille pour de l'argent. Timothy s'écrie que tout le monde est resté le même depuis la mort de ses parents, énumérant Ben, son oncle, et maintenant elle. Il l'accuse en pleurant d'être hypocrite comme les autres, et Agnès le regarde avec tristesse, réalisant à quel point il doit être seul. Timothy la repousse, lui criant de partir si ce n'est qu'une question d'argent et d'arrêter de le regarder avec un regard confus et maternel. Soupir, Agnès se sourit tristement, pensant que si Timothy voulait vraiment qu'elle disparaisse, il ne s'accrocherait pas désespérément à sa chemise de nuit. Ouah. Agnès le serre soudainement dans une étreinte serrée, le faisant sursauter de surprise et craindre que la teinture ne le tâche. Taquinement, Agnès lui demande s'il l'aime tant, ce qui provoque un démenti embarrassé de Timothy. Avec un doux sourire, Agnès confirme que si elle est venue pour gagner de l'argent, elle est toujours là, le lui enseignant fidèlement. Elle se penche près de lui, demandant chaleureusement comment elle pourrait jamais laisser derrière elle un étudiant aussi mignon. Submergé, Timothy lève les yeux larmoyants, tandis qu'Agnès le tient dans une étreinte réconfortante. Agnès serre Timothy fort, un doux sourire sur son visage, tandis qu'il enfouit sa tête dans son épaule, dans une étreinte chaleureuse. Aïe! Alors qu'elle le tient, Agnès grimace, songeant à la teinture forte qu'il a utilisée sur elle. Épuisée et en manque de sommeil, Agnès se dit qu'elle ne peut pas repousser Timothy maintenant qu'il s'est ouvert, mais elle sent soudain qu'elle est sur le point de s'effondrer. Sa vision se trouble alors qu'elle trébuche, se demandant pourquoi le duc est soudainement là. Juste au moment où elle s'évanouit, le duc la rattrape dans ses bras,
entouré d'une lueur magique de fleurs bleues. Baissant les yeux sur Agnès inconsciente dans ses bras, le duc sourit et demande froidement « Qui dit quoi ?» Dans un sombre souvenir, une voix interpelle Agnès, lui disant qu'elle n'a pas à se forcer autant et la traitant d'idiote. Le souvenir continue, avec une voix l'exhortant à vivre sa propre vie et à arrêter de s'occuper de ses parents. Dans le flashback, ses sœurs lui suggèrent de se marier, mais Agnès insiste sur le fait qu'elle va bien, incapable d'abandonner ses parents, tandis qu'elle la traite de trop gentille. Le monologue intérieur d'Agnès révèle son désespoir. Elle doit travailler pour survivre et payer les médicaments de son père, car ses sœurs utilisent le mariage comme excuse. Dans un autre souvenir, un homme assis par terre lui demande de le regarder dans les yeux, mais elle réplique calmement qu'elle ne peut pas parce qu'elle est debout. L'homme par terre avoue qu'il déteste être regardé de haut, car cela lui rappelle son oncle condescendant et lui donne envie de poignarder les gens. Agnès le met au défi d'affronter son oncle lui-même, mais il la repousse et lui demande ce qu'elle veut, ce à quoi elle répond que c'est pour les enfants. Avec une expression sérieuse, Agnès déclare que les enfants ont besoin que leur père soit une personne saine d'esprit avec qui ils peuvent parler. L'homme ricane, énumérant les choses matérielles qu'il a fournies et demandant ce dont ils ont besoin de plus, faisant réaliser à Agnès pourquoi les mots du duc lui semblaient familiers. Elle comprend maintenant qu'elle a entendu la même logique méprisante de la part de l'ancien marquis. Pensant tel oncle, tel neveu. Se réveillant dans son lit, Agnès voit le duc assis à côté d'elle, et il la rassure que ses yeux vont bien. Agnès force un rire, remarquant à quel point il serait absurde de perdre la vue à cause d'une blague et notant que personne n'aurait pitié d'elle. En entendant le duc confirmer que le médecin a dit que sa vision allait bien, Agnès est stupéfaite, réalisant qui lui parle. Elle se redresse brusquement sous le choc, alors que le duc l'informe calmement que l'éruption cutanée disparaîtra avec une pommade et déclare Timothy Evan Reynolds est sous ma garde. Dans un mignon dessin chibi, Agnès se demande s'il a été à ses côtés tout le temps. Mais il lui dit sèchement de ne pas avoir d'idées bizarres, affirmant qu'il vient d'arriver. Agnès dit qu'elle comprend tandis que le duc note qu'elle a eu de la chance que l'incident ne soit pas plus grave. Le duc lui offre la possibilité de démissionner, promettant une généreuse compensation si elle le fait. Restant ferme, Agnès refuse de démissionner et déclare qu'elle ne veut même pas de sa compensation. Le duc admet qu'il s'attendait à son refus mais avoue qu'il ne comprend pas pourquoi elle est si désespérée de rester. Il lui conseille de ne pas se forcer autant, mais elle serre le poing, pensant que de toute façon personne ne comprendrait ses véritables motifs. Agnès remet en question sa propre santé mentale en privé, trouvant risible de croire qu'elle peut changer l'avenir. Surprise par son contact, Agnès regarde avec incrédulité, se demandant ce qui vient de se passer. Le duc esquisse un petit sourire doux, disant qu'il est content que les fumées ne l'aient pas atteinte. Il retire sa main, lui disant de se reposer davantage, alors qu'il se prépare à partir. En sortant, le duc instruit Agnès de dire à un homme nommé Carlo si elle a quelque chose à signaler. La scène se déplace vers un combat d'entraînement où un homme aux cheveux roux, Tristan, par un coup d'épée, demandant à son adversaire « Tu m'écoutes, Ethan ?» Le duc, maintenant identifié comme Ethan, s'excuse de son esprit vagabond et demande à son adversaire de se répéter. Tristan, le prince héritier de l'Empire Mailleur, réprimande Ethan pour avoir été distrait pendant leur séance de sparring. Dans une aparté de style chibi, Tristan admet effrontément qu'il n'est pas le mieux placé pour parler, puisqu'il essayait lui-même de distraire Ethan avec des bêtises. Avec une puissante série de frappes, le prince héritier Tristan intensifie son attaque contre Ethan. Après qu'Ethan bloque le coup, Tristan sourit et demande s'ils doivent continuer, mais Ethan reste silencieux. Tristan rit, disant qu'il n'est plus d'humeur et se plaint en plaisantant qu'Ethan ne fera même pas semblant que le mouvement était difficile. Mettant fin à la séance, Tristan dit à Ethan de ramasser ses affaires s'il les laisse tomber et médite sur son désir de voir Ethan perdre son sang-froid un jour. Ethan réplique froidement qu'il peut montrer à Tristan s'il le souhaite, ce qui pousse Tristan à qualifier cela de passe-temps de mauvais goût. Assis sur un coffre, Tristan remarque que cela rend les choses insignifiantes et que leurs goûts semblent incompatibles. Tristan remarque que quelqu'un approche, commentant qu'un spectateur est encore arrivé, et demande à Ethan ce qu'il compte faire. Alors qu'une femme blonde court vers eux en criant « Frère !», Ethan soupire qu'il n'a pas le choix, tandis que Tristan lui dit de faire de son mieux pour la refuser gentiment. Ethan salue la femme qui approche, Dahlia Martinez, identifiée comme la cousine de Tristan. Dahlia rayonne en s'approchant d'Ethan, qu'elle adresse comme Lord Battenberg, les mains jointes de ravissement. Regardant Ethan, Dahlia exprime sa joie de le voir plus souvent dernièrement. Ethan donne une réponse froide et indifférente. Quelle coïncidence, en effet.
Dahlia acquiesce joyeusement, disant qu'elle doit être très chanceuse. Dans un panel chibi, Dahlia regarde avec adoration un Ethan impassible, tandis que Tristan observe avec une expression ennuyée. Après l'arrivée de Dahlia, un silence gênant s'installe entre elles, un Tristan souriant et un Ethan impassible. Attrape. Tristan éloigne Ethan, disant rapidement à Dahlia qu'il était agréable de la voir, mais qu'ils ont une réunion importante à laquelle assister. Ethan interroge cette réunion soudaine, mais Tristan lui dit discrètement de jouer le jeu, car il l'aide à s'échapper, soupirant intérieurement qu'Ethan est en train de le tuer avec son stoïcisme. Alors qu'il marche dans un grand hall, Tristan demande si Ethan a un quelconque intérêt pour Dahlia en tant qu'épouse, mais Ethan déclare sans embâche qu'il n'en a aucun. Tristan fait pression sur Ethan pour qu'il s'installe et ait un héritier, mais Ethan rétorque que la même chose pourrait être dite de Tristan, qui riposte qu'il sort au moins avec quelqu'un. Ethan déclare froidement qu'il pourrait simplement adopter un enfant brillant d'une autre branche familiale, frustrant Tristan qui s'exclame que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Tristan demande si Ethan suggère qu'il devrait jouer avec sa propre cousine, mais Ethan qualifie l'idée de folle. Tristan précise qu'il n'était pas intéressé par cela non plus. Dans un mignon moment chibi, Tristan demande avec inquiétude où Ethan regarde, mais Ethan le rassure calmement, en lui disant qu'il est en parfaite santé. Ethan dit qu'il va prendre congé, pensant sombrement qu'il préférerait vieillir et mourir seul, plutôt que de finir comme sa sœur. Tristan l'arrête, et quand Ethan se tourne, il demande ce qu'il y a. Avec un air de véritable inquiétude, Tristan demande si le fils de Greta va bien. S'éloignant, Ethan confirme que le garçon va bien. Tap tap. Tristan pose une main sur l'épaule d'Ethan, soulagé, et lui demande de transmettre ses salutations à son neveu. Alors qu'il regarde par une fenêtre, Tristan interpelle Ethan, disant qu'il y a une dernière chose. Tristan raconte joyeusement que Dahlia a même proposé d'élever le neveu de son mari comme son propre enfant. Ethan tressaille de dégoût à cette suggestion, tandis que Tristan en rit et lui fait ses adieux. Dans un flashback, Ethan se souvient de sa sœur, Greta, célèbre pour sa beauté et son intelligence, et une formidable épéiste qui était sa digne rivale. Le souvenir continue, montrant un jeune Ethan trébuchant lors d'un combat à l'épée, alors que Greta lui fait remarquer qu'il commence toujours par le pied gauche. Dans le flashback, Greta note avec affection qu'il se bat comme elle le faisait autrefois, l'appelant son petit frère, mais un jeune Ethan lui dit de ne pas les comparer. Greta lui demande en plaisantant s'il déteste à ce point leur ressemblance, et un jeune Ethan rétorque que c'est effrayant. Le souvenir de style chibi montre Greta demandant si sa réplique pleine d'esprit est sa dernière volonté, tandis que le jeune Ethan jure de ne plus la laisser gagner. Ethan réfléchit que, malgré ses protestations, il admet que sa sœur était quelqu'un dont il valait la peine d'apprendre. Il se souvient que tout a changé lorsque Greta a rencontré le marquis Reynolds, ce qui l'a transformé d'une femme brillante en quelqu'un d'incroyablement folle d'amour. Un tendre souvenir montre Greta et le marquis dansant ensemble dans une grande salle de bal. La scène revient au présent, où un serviteur présente Timothy, fils de feu Lady Greta, forçant Ethan à se souvenir d'avoir revu sa sœur après 8 ans, gisant dans un cercueil. En regardant le jeune garçon, Ethan note avec une grimace que Timothy ressemble exactement au marquis Reynolds. Ethan dit froidement à Timothy de le suivre, se rappelant que sa décision de prendre son neveu n'était pas motivée par la sympathie ou la gentillesse. Un avis formel détaille les décès du marquis et de la marquise Reynolds, qui serait mort en tombant de cheval pendant une chasse. Assis à son bureau, Ethan médite sur l'année écoulée, trouvant difficile de croire que sa sœur, une cavalière experte, soit morte d'une simple chute. Il pousse un soupir aigu, pensant en lui-même « Quelle blague !» Se penchant en arrière, Ethan considère que, puisque le terrain de chasse appartenait à la maison Reynolds, la vérité de ce qui s'est passé reste cachée. Il ferme les yeux, confiant qu'il trouvera le coupable responsable de ce qui est arrivé à sa sœur et à l'héritage de Timothy, quand une voix de femme s'exclame qu'il est arrivé tôt. Agnès entre en courant et s'accroche à la jambe du duc, à son grand agacement, déclarant qu'elle attendait de lui parler de quelque chose. Agnès se plaint que le médecin la saoule, mais le présente comme une preuve de son travail acharné, avant de confirmer que le duc est libre pour la journée. Le duc interroge ses motifs de la question, et Agnès prend joyeusement son silence comme une confirmation. Agnès explique que le médecin lui a ordonné de prendre 5 jours de congé, mais elle s'inquiète que Timothy mange seul, une préoccupation que le duc déclare froidement ne pas être la sienne. Dans un panneau chibi, une Agnès irritée fixe du regard, tandis que le duc reste stoïque et impassible. Le duc jette à Agnès un regard dur et calculateur. Poings serrés, Agnès renforce sa détermination. Agnès bégaye nerveusement que les manières à table de Timothy ont encore besoin d'être travaillées,
tandis que le duc note intérieurement le retour de son expression terrifiée. Joignant les mains, Agnès demande au duc de dîner avec Timothy pendant son absence. Il refuse catégoriquement, disant qu'il est occupé, mais elle le supplie de le faire juste pour aujourd'hui. Agnès plaide que ce n'est qu'une heure, mais le duc rejette sa demande comme une perte de temps inutile. Avec un regard sévère, le duc lui dit de partir. Agnès a l'air abattue, se taisant, vaincue. Le duc suppose qu'elle cède enfin et lui dit de partir, mais elle lève les yeux, révélant qu'elle était juste en train de réfléchir. Dans une mignonne confrontation chibi, le duc soutient qu'un accord nécessite un bénéfice mutuel, mais Agnès rétorque qu'il a bel et bien quelque chose à lui offrir. Agnès claque sa main sur le bureau, proposant brillamment qu'il lui accorde sa demande en compensation de l'incident avec Timothy. Le duc ricane, se demandant si une simple égratignure vaut son temps, mais Agnès rétorque avec confiance qu'il ne s'agit pas du tout de l'égratignure. Penchée sur la table avec un sourire éblouissant, Agnès arrache au duc l'aveu réticent qu'elle a le don de la parole. Radieuse, Agnès lui demande s'il est sérieux, mais le duc la prévient qu'un mot de plus la fera renvoyer sur le champ. Dans un panneau chibi, une Agnès grimaçante se tait, tandis que le duc la pointe du doigt, et lui dit sévèrement de partir. Boum! La porte claque, et le duc se rassoit à son bureau avec un soupir profond. Devant la porte, Agnès célèbre sa victoire en serrant triomphalement les poings, pensant « J'ai réussi !» S'éloignant fièrement, Agnès pense que son plan a bien fonctionné en monnayant sa faveur, quand une voix d'homme l'interpelle. L'homme, Carlo, s'approche avec son sac, lui demandant pourquoi elle est là alors qu'elle avait eu sa matinée libre. Agnès s'excuse, disant qu'elle avait quelque chose à faire, et Carlo lui demande si elle a terminé sa tâche. Agnès répond plus ou moins, tandis qu'un panneau chibi les montre se regardant malicieusement. Carlo remarque qu'elle a vu le duc, et fait remarquer que bien qu'engagée pour tutorer un fauteur de troubles, elle est devenue une farceuse elle-même, ce qui incite Agnès à demander si elle est vraiment si méchante. Carlo dit qu'elle est pire d'une certaine manière, car la maison n'est plus calme, et elle s'excuse, pensant qu'il n'a qu'à tenir bon. Il précise qu'il ne l'a pas dit méchamment, et lui dit de prendre soin d'elle. Carlo l'informe que la calèche est prête, car il fera bientôt nuit, mais Agnès décline poliment son aide. Il lui rappelle doucement qu'elle est toujours en convalescence, et elle cède avec un silencieux merci tandis qu'il la guide. Le regardant marcher devant, Agnès pense avec mélancolie que si seulement quelqu'un comme lui était resté aux côtés de Timothy depuis le début. Sa pensée continue alors qu'elle s'arrête de marcher, se demandant si les choses auraient tourné différemment. Agnès demande tristement si elle peut voir Timothy avant de partir, mais Carlo lui dit catégoriquement qu'elle ne le peut pas. Avec un d'accord déçu, Agnès se dit qu'elle voulait vraiment le revoir une dernière fois. Tandis que Carlo l'escorte jusqu'à la calèche, il lui souhaite un bon repos, et Agnès songe qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour le foyer pendant ses 5 jours d'absence. De l'intérieur de la calèche, Agnès sourit et remercie Carlo, lui promettant de le revoir dans 5 jours. Alors que la calèche s'éloigne, Agnès décide que c'est une bonne occasion de réévaluer sa situation et de mener quelques investigations. Elle décide de rentrer chez elle et de parler à sa mère, reconnaissant qu'elle lui a vraiment fait du tort. Une Agnès désorientée se réveille dans une pièce familière, peinant à distinguer le rêve de la réalité et se demandant pourquoi elle est dans son ancienne maison, quand une voix de femme l'appelle. Sa mère entre, surprise de la voir faire la grasse matinée. Agnès la regarde incrédule, reconnaissant sa mère, qui lui demande si elle a fait un cauchemar. Agnès se souvient s'être évanouie après que sa mère, prétendument morte, soit apparue devant elle, un petit panneau la montrant regardant par la fenêtre d'une calèche. Se souvenant comment elle a bombardé sa mère de questions frénétiques au réveil, Agnès frémit, pensant qu'elle devait avoir l'air folle. Elle s'assied pensivement, se remémorant comment elle a changé d'emploi, et rejoint la maison ducale uniquement pour tenter de modifier l'avenir. Agnès regarde par la fenêtre de la calèche, méditant sur ce qu'était sa vie il y a 14 ans, quand elle avait 22 ans. Un souvenir affectueux refait surface, celui d'une Agnès plus jeune et plus heureuse, tenant la main d'un jeune garçon souriant. Elle se souvient que son travail l'aidait à échapper à sa vie de famille, où elle consolait souvent sa mère en pleurs, et constate à quel point ses émotions lui semblent lointaines maintenant. Une silhouette de famille se tient devant des pierres tombales, tandis qu'Agnès réfléchit qu'elle aimait ses parents et a fait de son mieux, ne lui laissant aucun regret. Elle se souvient leur avoir donné tous ses gains, réussissant même à se permettre des funérailles dignes, tandis qu'un souvenir montre 2 femmes en deuil. Agnès admet que, bien qu'elle ait manqué à ses parents, la pression était si immense que leur décès lui a apporté un sentiment de libération. En remuant sa soupe, elle réalise que ce sentiment de libération pourrait être la raison pour laquelle elle se sent si perdue maintenant. À table, sa mère lui demande si elle a perdu l'appétit,
Mais Agnès répond rapidement que ce n'est rien. Forçant un sourire, Agnès dit qu'elle était perdue dans ses pensées, tout en luttant intérieurement avec l'étrangeté de revoir sa mère jeune. Sa mère lui touche. Agnès la rassure avec un doux sourire, insistant sur le fait que son élève n'y était pour rien. Sa mère reste sceptique, s'inquiétant du danger et demandant où Agnès travaille maintenant après avoir soudainement quitté son bon emploi auprès de la famille Westwick. Agnès explique que son nouveau travail paie mieux et lui a donné 5 jours de congé pour une blessure mineure. Quand sa mère déplore qu'elle soit une tutrice célibataire logée, Agnès déclare qu'elle ne compte pas se marier. Agnès déclare calmement qu'elle préfère vivre seule, trouvant cela plus facile et plus paisible, ce qui laisse sa mère sans voix. Pour détourner la conversation, Agnès demande si ses sœurs sont venues, se contractant intérieurement de la gêne de la situation. En versant le thé, sa mère confirme que les 2 sœurs sont passées un court instant. Agnès trouve les retrouvailles étranges, pensant que sa mère semble plus maladroite et fragile qu'elle ne l'avait imaginé. Sa mère explique qu'elles sont parties rapidement car elles étaient occupées, mais Agnès exprime son regret, disant qu'elle voulait leur demander quelque chose. Sa mère lui suggère de les appeler si c'est urgent, notant qu'elles habitent à proximité, et accourait si elle savait qu'elle était blessée. Agnès va droit au but, posant des questions sur le duc de Battenberg et s'il existe des fiançailles de longue date pour le duc célibataire. Elle précise qu'elle essaye de découvrir qui pourrait être la future duchesse. Dans un panneau chibi, Agnès semble pensive en considérant que ses sœurs seraient la meilleure source pour ce genre d'informations. Le visage de sa mère s'illumine soudainement d'une réalisation pleine d'espoir alors qu'elle s'écrie « Agnès, ne me dis pas !» Point d'exclamation. Pouf, une Agnès horrifiée crache son thé en un jet comique, niant frénétiquement tout ce que sa mère pense. Avec un air de dégoût total, elle insiste sur le fait que ce n'est absolument pas vrai. Sa mère rayonne, pas convaincue, et l'encourage à être honnête, lui demandant si elle a rencontré le duc et s'est intéressée à lui. Agnès écarte l'hypothèse de sa mère d'un geste de la main, pensant sombrement que sa mère voulait la marier même sur son lit de mort. Sa mère poursuit joyeusement que tout le monde sait que le duc est beau, il est donc naturel que toute jeune femme ait le béguin pour lui, et Agnès acquiesce silencieusement, reconnaissant que c'est vrai. Alors que sa mère suggère qu'Agnès a simplement des exigences élevées, Agnès remarque avec un sourire las à quel point sa mère s'enthousiasme. Sa mère colporte des rumeurs, selon lesquelles le duc apparaît rarement dans les cercles sociaux, mais assiste parfois à des fêtes avec le prince héritier, faisant de lui une figure admirée, mais insaisissable. Agnès demande confirmation, et sa mère affirme que oui, le duc ne semble avoir personne de spécial dans sa vie. Abasourdie, Agnès repense au passé tragique du duc de Battenberg, se rappelant qu'il a perdu ses 2 parents et sa seule sœur. Sa mère explique qu'à cause de son passé, de nombreuses femmes le convoitent, mais il est toujours occupé par des campagnes. Elle encourage ensuite Agnès, disant qu'il faut viser haut pour réussir. Agnès insiste, trouvant difficile de croire que le duc n'ait jamais fréquenté personne, et demande si sa mère a entendu parler de quelqu'un dont il serait proche. Une Agnès horrifiée réalise que le duc aurait pu mourir seul dans sa vie passée et panique, pensant qu'il doit produire un héritier pour le duché. Elle désespère, réalisant que son plan pour impressionner la future duchesse et offrir à Timothy un foyer stable et aimant est désormais en péril. Sa mère révèle que la seule personne avec qui le duc semble amical est le prince héritier, poussant une Agnès frustrée à demander s'il a d'autres amis. Sa mère hausse les épaules, confirmant qu'à sa connaissance, il n'a pas d'amis. Agnès s'affaisse sur sa chaise, pensant qu'il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas d'amis, car il dégage clairement cette aura. Elle reconsidère, concluant qu'il semble détester tout le monde, quel que soit leur sexe, d'après la manière impolie dont il la traite, elle et Johan. Sa mère déclare soudainement que c'est clair maintenant, laissant une Agnès confuse demander ce qu'elle veut dire. Avec un sourire entendu, sa mère déclare que pour qu'Agnès envisage même un homme, il doit être beau. Agnès détourne le regard pensant que les hommes beaux comme le duc font toujours s'évanouir les femmes et ne choisiraient jamais quelqu'un comme elle. Se levantant brusquement, Agnès dit à sa mère qu'elle ne faisait que constater un fait, et s'excuse si elle la contrariait, tandis que sa mère l'appelle par son nom. Avec un sourire doux mais ferme, Agnès annonce qu'elle monte à sa chambre. Elle se tourne vers sa mère inquiète, la rassurant que tout va bien. Avec un dernier sourire forcé, Agnès insiste sur le fait qu'elle n'a aucune plainte concernant sa vie, et dit à sa mère de se reposer. Seule, Agnès se serre la tête, accablée et souhaitant ne pas avoir à penser, réfléchissant qu'elle était plus heureuse avant de revenir dans le passé. Elle admet avoir des regrets et des choses qu'elle aurait aimé faire différemment, mais elle sait que son plus grand regret demeure même après avoir rembobiné le temps. Fermant les yeux,
Elle décide de mettre de côté son trouble et de se concentrer sur sa mission principale. Guider Timothy. Elle pousse un soupir las, admettant que malgré son arrivée, elle veut déjà quitter sa maison familiale à nouveau. La scène se déplace vers une salle à manger silencieuse et grandiose, où le duc Ethan prend son repas avec une froide sérénité. De l'autre côté de la table, un Timothy nerveux mange sa nourriture, se sentant mal à cause de la tension accablante dans la pièce. Timothy jette un coup d'œil à son oncle, se demandant pourquoi il dîne soudainement avec lui, tandis que deux majordomes observent de côté. Dans un joli panneau, Carlo et le majordome plus âgé se tiennent au garde-à-vous, semblant satisfaits de la situation. Carlo se dit intérieurement que c'est certainement l'œuvre d'Agnès, tandis que Timothy fixe misérablement son assiette. Agacé, Timothy pense en lui-même. Qui a même demandé ça? Il touche sa fourchette, regrettant son entêtement et souhaitant être allé voir Agnès, convaincu qu'il aurait pu la persuader de ne pas partir. Un flashback chibi de cette matinée chaotique montre Timothy reculant de honte d'avoir pleuré, jurant d'effacer le souvenir de tout cela de la mémoire d'Agnès. Il pensait qu'elle reviendrait le lendemain et n'a jamais imaginé qu'elle se blesserait. Il picore sa nourriture, se lamentant de n'avoir jamais pu s'excuser et frustré qu'elle soit partie sans un seul mot. Le duc continue calmement son repas, observant son neveu de l'autre côté de la table. Timothy lance un regard furieux, se demandant si son oncle le considère juste comme une nuisance, et s'interroge sur la raison de sa venue au domaine s'il n'était pas censé être pris en charge par quelqu'un. Il pense avec ressentiment qu'il n'aurait pas dû suivre son oncle, avant de soupirer de défaite, admettant qu'il n'avait pas d'autre choix. Timothy est tiré de ses pensées alors que le duc s'essuie discrètement la bouche avec une serviette. Clang. Sa fourchette lui échappe des mains et tombe sur le sol avec un bruit sec. Le silence dans la vaste salle à manger vide s'étire entre les deux, amplifiant l'atmosphère oppressive. Carlo et le majordome plus âgé observent le dîner tendu avec des expressions inquiètes. Le duc continue de regarder avec un regard impénétrable et stoïque. Timothy tressaille nerveusement sous le regard intense de son oncle. Se penchant soudainement en avant, le duc déclare « C'est exactement ce qu'a dit le tuteur », faisant sursauter Timothy sur son siège. La vaste salle à manger reste silencieuse, soulignant la distance émotionnelle entre l'oncle et le neveu. Des vignes épineuses violettes semblent s'enrouler autour de Timothy, symbolisant son sentiment d'être piégé et étouffé. Dans une nouvelle scène, Agnès, maintenant dans une robe bleue formelle, serre un médaillon, décidant que cela ne convient pas et qu'elle doit s'enfuir. Elle se souvient d'une conversation similaire avec son père à propos du mariage, et comment elle a insisté pour le gérer elle-même, réalisant maintenant à quel point son comportement a dû sembler étrange à ses parents. Ajustant sa capote, elle admet n'avoir jamais considéré ces effets secondaires du voyage dans le temps, car dans le futur qu'elle voulait retrouver, ses parents étaient déjà partis. Avec une clarté nouvelle, Agnès médite sur un portrait de sa jeunesse et de sa famille en silhouette, réalisant qu'ils étaient tordus et lui avaient imposé leur fardeau. Se souvenant de la mauvaise santé de sa mère, Agnès se demande à présent pourquoi elle n'a jamais remis en question cette étrange situation, et pourquoi personne n'a cherché de solution. L'air abattu, elle admet qu'elle n'a pas la moindre idée de où ni comment commencer à résoudre les problèmes de son passé. Dans une vignette chibi, Agnès regarde son reflet et balaie ses inquiétudes, commentant à quel point la mode était ringarde il y a 14 ans. Résolue, Agnès se tient dans l'escalier, prête à fuir, sentant qu'elle va suffoquer si elle reste plus longtemps dans sa maison familiale. Alors qu'elle prévoit de rendre visite à la famille Westwick, sa mère apparaît et annonce qu'Agnès a un visiteur. Une Agnès surprise se retourne et demande qui pourrait bien lui rendre visite. Le majordome moustachu, Carlo, apparaît devant eux, s'excusant de son arrivée soudaine, tandis qu'Agnès le reconnaît. Agnès s'inquiète immédiatement, demandant si Timothy a encore causé des problèmes, tandis que Carlo explique qu'il ne pouvait pas gérer la situation sans elle. Avec un air de détermination farouche, Agnès ne perd pas de temps et déclare « Allons-y ». Alors que sa mère inquiète lui demande si elle a des ennuis, Agnès la rassure en disant que l'homme est juste le majordome de son nouveau travail. Arborant un grand sourire, Agnès explique que son élève a besoin d'elle et demande à sa mère de s'excuser auprès de son père pour son départ précipité. Sa mère la regarde avec inquiétude, mais lui dit de ne pas s'en faire. Une magnifique calèche blanche ornée attend dehors, encadrée par des roses en fleurs. Dans la calèche, Carlo demande à Agnès si elle n'a pas dit à sa mère où elle travaille. Elle confirme que non et le remercie d'avoir joué le jeu. Agnès transpire nerveusement, pensant à l'excitation de sa mère concernant le duc de Battenberg et redoutant ce qui se passerait si elle savait qu'Agnès y travaillait. Agnès s'excuse auprès du majordome d'avoir interrompu ses vacances,
alors qu'elle n'était partie qu'une nuit. Elle demande ce qui s'est passé, et Carlo explique que le calme de Timothy a disparu après le dîner et qu'il l'a cherché toute la nuit. Choquée, Agnès demande si son Altesse, le duc, a dit quelque chose à Timothy. Carlo clarifie que le duc n'a pas dit grand-chose, seulement que c'était exactement comme vous l'avez dit, avant de quitter la table. Agnès se remémore frénétiquement ses paroles sur la solitude et les manières à table de Timothy, réalisant avec horreur que le duc a pris ses commentaires au pied de la lettre comme excuse pour interagir avec lui. Quand le majordome lui demande si elle sait ce qui s'est passé, Agnès affiche un sourire glaçant et confirme que oui, qualifiant le coup du duc de pourri. Souriant gentiment mais bouillonnant intérieurement, Agnès pense « Attends un peu », certaine de savoir exactement ce qui s'est passé. La scène transite vers une journée lumineuse et ensoleillée au grand domaine ducal. Agnès arrive et trouve un Timothy provoquant debout au milieu de verres brisés. Timothy confronte immédiatement Agnès, exigeant de savoir ce qu'elle a dit à son oncle, tandis qu'elle note mentalement qu'elle a de peu évité d'être frappée. Tandis qu'Agnès tente de le calmer, Timothy lui demande avec colère qui elle est pour se mêler si présomptueusement de ses affaires. Il crie qu'il sait déjà que son oncle le déteste et qu'il n'avait pas besoin d'elle pour s'en mêler. Sa colère brute laisse Agnès sans voix et décontenancée. Timothy la fusille du regard, la défiant de nier que son oncle le méprise. Face au garçon tendu, Agnès reste silencieuse, s'avouant qu'elle a commis une erreur. Elle réalise que Timothy n'est pas seulement un enfant ayant besoin d'affection. Il a eu une année entière pour accumuler des cicatrices émotionnelles. Réalisant qu'un an est une longue période de souffrance pour un enfant orphelin, elle dit à Timothy qu'aucun d'eux ne connaît encore vraiment la vérité. Timothy ricane, les bras croisés, la défiant en lui demandant ce qu'elle pourrait bien savoir. Agnès précise qu'ils ne savent pas ce que le duc Battenberg pense réellement de lui. Elle continue, soulignant que cela signifie également que le duc ne sait pas encore quel genre de personne est Timothy. Timothy réplique avec colère, l'accusant d'essayer maintenant de traiter son oncle comme un idiot. Agnès explique calmement que, puisqu'ils ne se connaissent pas, ils doivent faire connaissance par la conversation. Timothy rejette son idée comme inutile, la prévenant que si elle refait quelque chose de pareil, il ne lui pardonnera pas. Il déclare que son oncle le déteste, et qu'il déteste son oncle, donc ils suivront des chemins séparés quand il sera adulte. Agnès reconnaît que c'est là le problème même qu'elle doit résoudre. Frustrée, Agnès insiste sur le fait qu'elle essaie de changer ce futur précis et exige que Timothy cesse d'interférer et lui réponde. Dans une vignette mignonne, une Agnès boudeuse fait face à un Timothy agacé, qui crie « Hé !» Agnès lui rappelle de l'appeler maîtresse, bien qu'elle dise que Agnès est aussi acceptable, et il accepte à contre-cœur d'y réfléchir. Elle sourit de manière rassurante, lui demandant d'attendre avant de tirer des conclusions hâtives et promettant que les événements d'hier ne se reproduiront pas. Timothy la regarde, son expression s'adoucissant légèrement tandis qu'il écoute. Après un moment de silence, Timothy demande pourquoi elle a jeté des choses alors qu'elle aurait pu simplement l'appeler. Agnès le réprimande doucement pour avoir jeté des choses quand il est en colère, soulignant le coup et vérifiant s'il est blessé. Rouge, Timothy marmonne qu'il est riche, mais Agnès lui rappelle que la maison ne lui appartient pas. Il réplique que son oncle est plus riche que lui, laissant Agnès se contenter de le regarder. Agnès rit, rejetant l'argument comme une petite querelle, tandis qu'un Timothy troublé détourne le regard sur un fond floral. Souriant tendrement, Agnès pense qu'au fond, Timothy n'est encore qu'un enfant, prompt à la colère, et tout aussi prompt à se calmer. Dans un grand couloir, Agnès porte un Timothy qui se débat et exige d'être posé, réalisant qu'elle avait été trop soulagée par ses larmes précédentes. Timothy à l'épaule, Agnès ignore ses protestations embarrassées et lui demande s'il est vraiment resté éveillé toute la nuit, sachant que son erreur ne l'a rendu que plus méfiant. Le posant devant une grande porte, Agnès lui dit de dormir, ou il ne grandira pas, promettant de finir leur leçon demain. Timothy rétorque que ses parents étaient tous deux grands, tandis qu'Agnès décide de planifier son approche plus soigneusement à partir de maintenant. Agnès rit, disant avec moquerie à Timothy qu'il sera probablement le seul à rester petit. Un Timothy irrité et sans voile à des visages, ses joues gonflées de contrariété. Ouvrant la porte en grand, Timothy entre en trompe dans la pièce et la claque, laissant Agnès assise par terre. Agnès tressaille lorsque la porte claque, ses cheveux soufflés par la force. Se levant, Agnès soupire et commente son humeur avant de se détourner de la porte fermée. Elle souhaite doucement à Timothy une bonne nuit de sommeil, un doux sourire sur son visage. S'étirant, Agnès décide de nettoyer la pièce en désordre, mais se souvient alors que dans le futur, Timothy était assez grand.
Elle interrompt son étirement, se souvenant que bien qu'il fût grand, il était aussi terriblement maigre. Une vision du dos de Timothy sur une toile de fond brisée apparaît, tandis qu'Agnès réfléchit que sa maigreur est peut-être la raison pour laquelle il semblait toujours si fragile. Tandis que la vision de Timothy s'enfonce dans l'obscurité, Agnès conclut qu'il n'était qu'un enfant qui voulait grandir trop vite, manquant de toute orientation adulte appropriée. Un tapotement retentit alors qu'elle dépose une pile de livres, comprenant maintenant comment son malheureux futur est advenu. Avec une expression sombre, elle reconnaît l'étrange sensation de enfin comprendre son ennemi. Une vision d'un Timothy plus âgé montre son insistance à être un adulte, ignorant qu'un esprit mature est nécessaire pour une véritable reconnaissance. Un flashback révèle que le futur marquis de Reynolds se tenait aux côtés d'une femme enceinte, ayant causé un énorme scandale à 15 ans. La narration poursuit en disant qu'il a été forcé d'accueillir des jumeaux illégitimes et a été banni, montrant 2 bébés dormant paisiblement dans un berceau. Agnès tire un rideau, se demandant si c'était le résultat que Timothy voulait, et essayant de se souvenir s'il a une fiancée dans cette ligne temporelle. Jetant un œil dehors, elle soupire, regrettant de n'avoir pas prêté attention au ragot, car elle ne se souvient plus qui était sa fiancée. Frustrée, elle admet avoir naïvement pensé qu'elle n'avait qu'à corriger un peu son attitude. La pièce étant maintenant rangée, Agnès reconnaît sa naïveté et le long chemin à parcourir, avant de se tourner vers ce qui vient ensuite. Agnès énumère ses 4 objectifs principaux: améliorer la relation de Timothy avec le duc, l'aider à se faire des amis, trouver sa fiancée et l'empêcher de rejoindre la rébellion. Dans une bulle de pensée chibi, elle s'inquiète de savoir comment persuader le duc sans cœur et trouver des amis pour le difficile Timothy. Elle imagine Timothy exigeant avec arrogance qu'un ami s'agenouille devant lui, réalisant avec effroi à quel point il lui sera difficile de se faire des amis. Maintenant en robe blanche, Agnès se tire les cheveux, réalisant qu'elle a essentiellement traité le duc comme un fou en le prévenant qu'il tuerait son neveu s'il ne changeait pas. De son bureau, Timothy demande si elle est folle, tandis qu'Agnès pense en elle-même que les gens ne deviennent pas fous si facilement. Timothy confronte une Agnès rêveuse pour son manque de diligence. Mais elle rétorque que c'est lui qui ne voulait aucune explication confuse. Timothy déclare qu'il déteste ne pas comprendre les choses, alors Agnès propose de lui expliquer tout ce qui lui semble difficile dans le livre. Timothy se réinstalle dans sa chaise et commence à lire le grand livre. En l'observant, Agnès remarque que, bien qu'il grogne, il est concentré et bien informé, un hommage aux efforts du couple marquis dans son éducation. Elle médite que, bien que l'histoire puisse être ennuyeuse, elle est impressionnée qu'il la lise lui-même avant de demander de l'aide. Agnès poursuit ses éloges intérieurs, étonnée de l'intelligence dont il fait preuve en lisant un livre avec autant de mots. Rayonnante de fierté et se demandant si Timothy est un génie, elle est interrompue quand il l'appelle. Se mettant au garde à vous, Agnès demande ce dont il a besoin, et il lui dit de se débarrasser de ça, la faisant se demander s'il parle du livre. Troublé, Timothy hurle que son regard l'empêche de se concentrer et lui dit d'aller se promener. Alors qu'Agnès essaye de cacher son rire, Timothy exige qu'elle s'arrête. Elle accepte de partir pendant 30 minutes, lui disant effrontément de l'appeler s'il se sent seul. Un Timothy embarrassé jette un livre et lui crie de disparaître, tandis qu'elle sort joyeusement de la pièce en sautillant. Appuyée contre un mur dans le couloir, Agnès s'extasie sur la mignonnerie de Timothy, réaffirmant son amour pour l'enseignement. Le majordome moustachu, Carlo, apparaît dans le couloir et demande s'il y a un problème. Agnès explique qu'elle donne du temps d'étude à Timothy et demande si le duc est sorti. Carlo s'approche, l'avertissant gravement que le duc n'est pas un homme qui se soucie des liens familiaux. Alors qu'ils descendent le couloir, Carlo ajoute que si le duc a été généreux, il ne peut garantir sa réaction si la situation actuelle perdure. Le majordome lui conseille de se concentrer sur l'enseignement de Timothy maintenant qu'ils s'entendent bien, offrant de transmettre tout message urgent au duc lui-même. Agnès, les cheveux maintenant attachés, demande si suivre son conseil préviendra tout problème. Carlo déclare sans détour que oui, il y aura des problèmes, parce que Timothy est un enfant intelligent. Agnès se tourne vers le majordome, le défiant en lui demandant s'il a déjà considéré la véritable raison pour laquelle Timothy agit toujours ainsi. Après un moment de réflexion, le majordome s'adresse formellement à elle, poussant Agnès à expliquer que le comportement de Timothy est un cri pour l'attention du duc. Agnès explique qu'à moins qu'ils ne se réconcilient, Timothy continuera à se rebeller, et finira par causer de bien plus gros problèmes. Elle conclut que c'est ainsi qu'il finira par rejoindre la rébellion, laissant le majordome contempler ces mots en silence. Carlo explique que le duc est un homme très occupé, et qu'on ne peut pas le rencontrer sur un coup de tête. Au moment où le majordome finit de parler,
Agnès aperçoit un carrosse à l'extérieur et annonce joyeusement que le duc semble arriver à l'instant. Un grand carrosse doré arrive, et un homme aux cheveux noirs est accueilli par un homme roux et majestueux. L'homme aux cheveux noirs, le duc, regarde son invité arrivant avec une expression neutre. En haut du grand escalier, Carlo se lève de son siège et accueille formellement son maître chez lui. Le duc, Ethan, informe Carlo de la présence de leur invité, puis s'interrompt, confus, demandant pourquoi la professeure est là. Carlo explique que l'entêtement de Timothy l'a forcé à agir, s'excusant pour le préavis tardif, tandis qu'Agnès saisit l'occasion, pensant que c'est le moment parfait. Rayonnante, Agnès dit avec enthousiasme au duc qu'elle a quelque chose d'important à discuter avec lui. L'homme roux, remarquant Agnès, demande à Ethan de la lui présenter car il ne la reconnaît pas. Tandis que le duc reste silencieux, l'homme roux rit et le réprimande d'être si froid. L'homme roux demande à Carlo depuis combien de temps il visite, et le majordome répond que cela fait plus de 10 ans, s'adressant à lui comme Votre Altesse. Dans un mignon panel chibi, le prince affirme en plaisantant qu'après une décennie, le peuple du duc est aussi son peuple, aux grandes dents du duc. Le prince roux pose joyeusement une main sur l'épaule du duc, tandis que le duc et Agnès restent tous deux sans voix. Agnès se demande avec anxiété pourquoi le duc ne la présente pas, réalisant avec une certitude croissante que l'invité doit être le prince héritier. Paniquée intérieurement, Agnès débat frénétiquement entre fuir ou tenter une salutation. Le prince héritier invite aimablement la professeure à entrer, devinant correctement qu'elle enseigne au fils de Greta, ce que le duc confirme. Le prince héritier salue formellement Agnès, lui prenant la main et s'enquérant du fils de Greta, la laissant bégayer en réponse. Le prince déplore qu'Ethan ne le laisse pas voir le garçon malgré ses nombreuses requêtes, provoquant un rire nerveux chez Agnès. Le duc l'interrompt, demandant à Agnès d'attendre dans le bureau pour discuter de la question pour laquelle elle est venue. Le prince héritier demande en plaisantant s'il peut se joindre à eux, mais le duc le congédie, lui demandant s'il n'est pas occupé. Le prince insiste qu'il serait ailleurs s'il était occupé, déclarant que leur discussion est plus importante que tout le reste. Impressionnée, Agnès pense que le prince héritier est plus décent qu'elle ne l'imaginait, et souhaite que le duc lui ressemble davantage, tandis que le prince taquine le duc en arrière-plan. Penché en arrière, les yeux fermés, le duc déclare qu'un rapport écrit suffirait et demande s'il y a autre chose. Agnès propose joyeusement que le duc assiste aux leçons de Timothy, insistant sur le fait qu'elle peut l'aider à améliorer leur relation, mais il nie froidement qu'il y ait quoi que ce soit à améliorer. Elle le supplie de lui faire confiance. Le duc ricane, faisant remarquer que sa supplication ressemble exactement à ce que dirait un escroc. Agnès soutient que si les choses continuent, ils deviendront des étrangers. Le duc lui demande ce qu'elle a dit au dîner, et elle révèle qu'elle a répété sa propre critique sur les manières de Timothy à table. Agnès défend passionnément Timothy, arguant que ses manières n'étaient déficientes qu'en comparaison avec celles d'un adulte, et qu'il est bien élevé pour son âge. Frustrée d'être critiquée, Agnès demande pourquoi il lui est si difficile d'offrir des éloges, après que ses mots aient blessé Timothy si profondément. Le duc répond qu'il ne ment pas, alors elle réplique « Alors, mentez ». Agnès s'inquiète du sombre avenir de Timothy, l'imaginant s'égarer, avoir des problèmes avec sa fiancée et finir sans le sou. Debout devant le duc, le prince héritier et le majordome, Agnès réalise avec effroi qu'elle ne peut même pas plaisanter sur la rébellion devant la royauté. Regardant le duc avec des yeux suppliants, Agnès demande ce qu'il fera, s'il regrette sa froideur plus tard. Le duc déclare froidement qu'il n'a jamais rien regretté, et que même s'il le faisait, cela ne la regarderait en rien. Le duc rappelle froidement à Agnès qu'il la paie et peut la renvoyer à volonté, mais elle reste résolue, jurant de le persuader jusqu'à ce qu'il change d'avis. Le duc soupire, concédant que sa persistance est, à tout le moins, évidente. Agnès sourit de tout son éclat, disant qu'elle est honorée qu'il l'ait remarqué. Le prince héritier annonce qu'il va rentrer, leur disant gracieusement de continuer leur conversation tandis qu'Agnès fait la révérence. Le prince remarque qu'il n'a jamais vu le duc parler autant, concluant qu'il n'est bon qu'à argumenter, ce qui fait réaliser à Agnès avec un choc ce qu'elle a fait. Alors que le prince menace de découvrir son nom par lui-même, Agnès prend la fuite, décidant de s'échapper maintenant et de réfléchir plus tard. Bam! Un Timothy surpris lève les yeux de son livre, tandis qu'Agnès fait irruption dans la pièce, lui demandant si elle a couru jusqu'ici. Mortifiée et essoufflée, Agnès balbutie qu'elle n'a couru qu'un peu, tandis que Timothy observe que son visage est sur le point d'exploser. Timothy taquine Agnès pour son manque de forme, mais elle réplique défensivement qu'elle est plus grande et plus lourde que lui. Tandis que Timothy s'interroge sur sa réaction troublée, Agnès sourit tendrement,
étant d'accord avec lui en son fort intérieur qu'il grandira bientôt. Se penchant plus près, Agnès le rassure avec un sourire chaleureux qu'il prendra de la hauteur avant qu'elle ne s'en rende compte. Timothy la fixe, notant avec suspicion qu'elle a de nouveau ce regard. Rougissant, Timothy lui dit de s'asseoir puis demande doucement ce qu'elle faisait pour être si épuisée, montrant de l'inquiétude pour sa blessure non guérie. Réalisant qu'elle n'a jamais expliqué son absence, Agnès est troublée quand Timothy lui demande ce qu'elle faisait, et ne peut répondre que vaguement. Timothy demande avec méfiance à Agnès si elle est allée voir son oncle pour une autre réunion. Parents-professeurs, la laissant sans voix. Dans un mignon panneau chibi, un Timothy irrité et une Agnès nerveuse sont assis dans un silence tendu. Timothy éclate, criant qu'il lui avait dit de ne pas y aller, et que son oncle ne se soucie pas du tout de lui. Agnès déclare fièrement que c'est sa politique d'enseignement, ce qui pousse Timothy à demander si elle va simplement ignorer ses souhaits. Elle le rassure, promettant de ne plus le laisser seul avec son oncle, et s'excusant pour ce qui s'est passé au dîner. Timothy se moque, demandant si son oncle est une sorte de monstre, avec qui il ne peut pas être laissé seul. Agnès acquiesce sans détour, admettant que le duc est en quelque sorte un monstre, et n'a aucune idée de la façon d'interagir avec un enfant. Lui prenant la main, Agnès demande à Timothy de lui dire la vérité. Elle lui demande ce qu'il pense vraiment de son oncle, et non l'inverse. Il insiste obstinément sur le fait qu'il ne l'aime pas. Agnès déclare sérieusement que s'il n'aime vraiment pas son oncle, elle changera toute son approche. Timothy rétorque qu'elle est une terrible menteuse, ne la croyant clairement pas. Tenant sa main plus fermement, Agnès insiste sur le fait qu'elle est sérieuse, promettant de changer son plan, car elle veut qu'il soit heureux. Rouge, et détournant le regard, Timothy se demande qui elle est pour lui dire quelque chose d'aussi bienveillant. Détournant le regard mais tenant toujours sa main, un Timothy troublé lui dit à contre-cœur de faire ce qu'elle veut. Avec un regard déterminé, Timothy répète sa permission de faire ce qu'elle veut. Dans un flashback, un jeune Timothy se souvient avoir détesté son oncle, tandis qu'il regarde sa mère, Greta, écrire une autre lettre. Le petit Timothy demande à regarder sa mère écrire, et elle accepte joyeusement. Timothy demande si elle écrit de nouveau à l'oncle Ethan, et sa mère est surprise qu'il se souvienne du nom de quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Timothy explique que c'est parce que sa mère ne cesse de vanter à quel point son oncle est une personne incroyable. Folle de joie, sa mère le couvre de baisers, s'extasiant sur sa bonne mémoire et sa mignonnerie. Elle taquine gentiment un Timothy embarrassé, qui la supplie d'arrêter. Bercé dans les bras de sa mère, Timothy demande si son oncle est vraiment si incroyable, et elle explique qu'hériter d'un duché à 16 ans fut incroyablement difficile. Sa mère sourit, concédant que son oncle pourrait avoir un caractère un peu difficile. Elle termine en disant à Timothy qu'à part lui, son oncle est la personne dont elle est la plus fière. Sa mère invite Timothy à ajouter quelques mots à la lettre, espérant que son oncle pourrait enfin répondre cette fois-ci. Le flashback se termine alors que Timothy se souvient s'être senti insignifiant, haïssant que son oncle ne le reconnaîtrait même jamais. Une image frappante montre un petit Timothy debout dans l'immense ombre du duc. Timothy révèle qu'il voulait juste un peu d'attention de son oncle, être reconnu comme son neveu. Agnès dit calmement qu'elle comprend. Agnès sourit chaleureusement, disant à Timothy de continuer à faire ce qu'il fait pendant qu'elle s'occupe du reste. Encadrée de rose rouge, Agnès rayonne vers Timothy et lui demande de simplement lui faire confiance. Dans le bureau du duc, le prince héritier réprimande Ethan de ne pas l'avoir appelé plus tôt pour rencontrer une personne si intéressante. Le prince rit, remarquant qu'Agnès est la première personne qu'il a vue qui ne s'intimide pas devant le duc, pas même la très aimée Dahlia. Il poursuit en disant que même les chevaliers du duc sont intimidés, tandis que le duc reste silencieusement impassible. Dans un panneau chibi, le prince taquine le duc pour son silence, ce qui pousse le duc à penser qu'il répondrait, si le prince disait quelque chose de cohérent. Le prince réfléchit attentivement à l'effet d'Agnès, perdant le fil de ses pensées en pensant à elle. Le duc soupire d'exaspération, tandis que le prince se demande si le courage d'Agnès pourrait inspirer Dahlia. Le prince demande si le duc ne va vraiment pas lui dire le nom de l'enseignante, et le duc fait barrage, demandant si c'est un ordre. Riant, le prince demande en plaisantant si le duc ne veut tout simplement pas le lui dire. Le duc continue de le fixer silencieusement, ne révélant rien. Le prince observe que l'enseignante semble avoir la vingtaine, mais le duc reste silencieux. Le prince taquine gentiment le duc stoïque, lui demandant s'il veut vraiment qu'il aille demander le nom d'Agnès lui-même. Résigné, le duc révèle enfin que son nom est Agnès May Graham. Le prince note qu'il n'a jamais entendu parler de la famille Graham, et le duc ajoute qu'elle est issue d'une famille de vicomtes. Surpris,
Le prince note que le duc en sait plus sur elle qu'il ne s'y attendait, mais le duc affirme qu'il ne l'a pas appris par choix. Le duc explique qu'il l'a découvert grâce aux rapports académiques quotidiens qu'il reçoit, choquant le prince. Le duc se plaint qu'Agnès s'allonge devant sa porte, refusant de bouger tant qu'elle n'a pas le rapport, ce qui provoque une crise de rire chez le prince. Ravi, le prince déclare qu'il aime Agnès, la qualifiant de véritable personnage dont l'unicité est amusante. Le prince demande l'avis du duc, et le duc la qualifie sèchement de personne étrange, se souvenant qu'elle lui a offert une poignée de main alors qu'elle était couverte de fumier de cheval. Dans un adorable panneau chibi, Agnès s'interroge sur le fumier de cheval, et le duc, détournant le regard, admet que le souvenir est un peu amusant. Le prince héritier rit de bon cœur, se souvenant de l'histoire du duc qui a trouvé Agnès dans une étable, déclarant qu'elle est absolument hilarante, tandis que le duc craint que le prince ne se contente pas de connaître son nom. Le duc écarte cette idée intérieurement, pensant que, aussi unique que soient les goûts du prince, il ne pourrait pas être intéressé par Agnès. Le duc se demande pourquoi il est de si mauvaise humeur, après avoir simplement donné le nom d'une gouvernante au prince, puis écarte avec lassitude le bavardage tandis qu'Agnès écoute de l'extérieur. Le prince héritier se penche et demande sèchement à Ethan quand il cessera de cacher des choses, et si son secret est lié au fils de Greta. Le duc demande ce qu'il sait, et le prince répond qu'il ne sait rien, évitant sagement de fouiller pour ne pas encourir la colère du duc. Le prince sourit, demandant avec insolence pourquoi il devrait prendre la peine de garder le silence. Alors qu'ils sont assis l'un en face de l'autre, le prince conclut que la mort de Greta n'était finalement pas un accident. Le prince trouve incroyable que Greta soit morte d'un accident d'équitation, exprimant sa déception qu'Ethan, son ami d'enfance, s'attende à ce qu'il croit qu'il ne sait rien. Le duc conseille froidement que feindre l'ignorance est la chose la plus utile que le prince puisse faire. Frustré, le prince rétorque qu'il a fait l'idiot pendant toute une année sans aucun progrès. Le duc déclare que les progrès sont peut-être lents, mais qu'il n'y a pas lieu de se presser, ajoutant de manière menaçante qu'ils détiennent l'otage et que leurs ennemis seront finalement forcés d'agir. Le prince est consterné que le duc traite son propre neveu comme un otage, et remarque qu'il n'est pas étonnant que la gouvernante le fusille du regard comme un méchant. Avant de partir, le prince dit au duc d'assister au prochain bal et le met en garde contre les rumeurs qu'il a entendues. Le duc observe stoïquement le départ du prince. Le prince s'étire et annonce son départ, mais le duc propose de le raccompagner. Le congédiant avec un sourire, le prince dit que tout va bien, car il a déjà une escorte. Le lourd bruit. Les lourdes portes se ferment, laissant le duc seul dans le bureau. « Coucou !» Agnès jette un nouveau coup d'œil dans le bureau après le départ du prince, attirant l'attention du duc. Souriant pour lui-même, le prince ajoute qu'il a trouvé Agnès plus mignonne qu'étrange. Une horloge de parquet fait tic-tac, tandis qu'une légende annonce que le temps a filé. Dans une salle de classe, Agnès remarque qu'il est presque 3 heures et qu'il est temps de conclure, avec une narration détaillant l'emploi du temps quotidien de 4 heures de cours de Timothy. Agnès demande à voir le travail de Timothy, se sentant épanouie par ses journées bien remplies à préparer des leçons. Dans un adorable panneau chibi, Timothy pousse son livre en avant et une Agnès ravie le remercie. Regardant le livre ouvert, Agnès halète d'étonnement, appelant le nom de Timothy. Agnès félicite Timothy, le qualifiant de génie pour avoir tout résolu si rapidement, et un Timothy fier et rougissant acquiesce avec suffisance, disant qu'il a toujours été intelligent. Agnès songe que malgré sa courte capacité d'attention, la compréhension de Timothy est excellente, ce qui leur permet de progresser rapidement. Timothy se vante fièrement que la leçon n'était rien de plus qu'un jeu d'enfant pour lui. Agnès sourit tendrement, tenant son livre et se disant qu'il est en fait toujours un enfant. Surprise par ses compétences, Agnès demande à Timothy s'il a déjà étudié l'arithmétique, mais il reste silencieux. Timothy admet avoir appris de son père, qu'il rejette comme un vantard et un menteur, surprenant Agnès qui venait de complimenter son professeur. Timothy ajoute que son père était faible et s'effondrait après avoir couru, ce qui faisait rire sa mère. Après qu'Agnès a acquiescé à son histoire, Timothy révèle que sa mère était une chevalière de la garde royale, ce qui fait paraître son père faible, comme rien en comparaison. Agnès sourit gentiment, écoutant l'histoire de Timothy. Timothy détourne le regard, perdu dans le souvenir de ses parents. Rougissant, Timothy baisse les yeux et s'interrompt, terminant son histoire là. Agnès reformule doucement sa perspective, suggérant que son père n'était pas faible, mais plutôt que sa mère possédait une force remarquable. Un Timothy rougissant considère ces mots en silence, murmurant. Peut-être. Agnès se plaint en plaisantant du travail acharné qu'elle a fourni, mais cède ensuite, disant qu'elle ne donnera même pas de devoirs, puisqu'il a bien suivi. Horrifiée à l'idée des devoirs,
Timothy proteste qu'ils ont déjà cours tous les jours. Riant, Agnès se penche sur le bureau et admet qu'elle lui faisait juste une blague, parce qu'il avait dit qu'il s'ennuyait. Timothy la traite d'enfantine. Mais Agnès se penche et rétorque que les adultes sont encore plus enfantins. Ils sont juste meilleurs pour le cacher. Timothy lui dit de se mêler de ses affaires avant d'essayer d'hésiter à poser une autre question. Timothy demande si elle boude. Mais Agnès le nie innocemment. Agnès réprime un rire, admettant qu'il a raison, ce qui pousse Timothy à lui demander d'arrêter de se moquer de lui. Agnès prend une pause dramatique, déclarant sa générosité et sa patience en tant qu'enseignante, tandis qu'un Timothy peu impressionné trouve son numéro ridicule. Se serrant la poitrine en feignant la douleur, Agnès dit que son commentaire l'a blessé, tandis que Timothy court vers la porte, impatient de s'échapper. Agnès sourit de toutes ses dents, rappelant à Timothy de dire au revoir correctement avant de partir. Salutant avec enthousiasme, Timothy crie « À demain » et sort en courant par la porte. Tapant un livre sur le bureau, Agnès soupire, concluant que c'est la limite pour l'instant et que le progrès prend du temps. Déterminée, Agnès traverse le couloir, résolue à se concentrer sur la leçon de son deuxième élève. Agnès rencontre Johan, qui remarque sa présence. Elle explique joyeusement que le duc lui a enfin accordé l'accès, ce que Johan confirme être une bonne nouvelle pour lui. Johan propose de lui ouvrir la porte du bureau, mais Agnès refuse poliment avec des remerciements et l'ouvre elle-même. Faisant irruption dans le bureau, Agnès demande joyeusement au duc s'il a changé d'avis aujourd'hui, pour s'arrêter soudainement net. S'arrêtant sur le seuil du somptueux bureau, Agnès regarde autour d'elle avec confusion, se demandant où est le duc. Agnès entre dans la pièce vide, notant le silence étrange là où elle entend habituellement une voix désagréable et grommelle qu'il aurait pu au moins dire qu'il ne serait pas là. Souriant pour elle-même, elle admet que si l'absence de sarcasme est appréciable, être ignoré tout le temps pique un peu. Elle ferme les yeux, essayant d'être patiente en se rappelant que le duc n'a que 25 ans malgré son immaturité. Agnès se souvient des yeux froids et intimidants du duc, qui la font se sentir insignifiante, et elle sait qu'elle doit feindre la confiance pour supporter son regard. Apercevant un coussin blanc sur le canapé, elle se demande à quoi il sert et décide de simplement s'asseoir et d'attendre. Serrant son livre, Agnès s'assied sur le bord du canapé, se disant qu'il devra bien finir par apparaître. Soudain, Agnès pousse un cri de stupeur totale et absolue. Le duc se redresse de sous le drap blanc sur le canapé, surpris, et demande « Qu'est-ce que… » La tutrice ? Tombée au sol de peur, Agnès lève les yeux tandis que le duc s'assied calmement sur le bord du canapé. Le duc la regarde et demande froidement si elle a besoin d'un médecin. Affolée et toujours au sol, Agnès bégaye non, pensant qu'il l'a tellement effrayée qu'elle a failli avoir une crise cardiaque. Se remettant sur pied, Agnès se demande pourquoi il dort sur le canapé au lieu de sa chambre, se demandant s'il est à ce point surmené. Le duc la regarde et demande s'il l'a réveillée. Se frottant les yeux fatigués, le duc lui reproche le bruit, mais prétend qu'il ne dormait pas vraiment de toute façon. Agnès le traite de menteur, soulignant qu'il a clairement encore du sommeil dans les yeux. Alors qu'Agnès commence à le sermonner sur les cycles de sommeil sain, le duc la coupe froidement, lui rappelant qu'il n'est pas son élève. Lors d'une charmante interaction chibi, Agnès explique que s'il était son élève, elle ne le laisserait pas veiller toute la nuit, même si elle sait que les élèves n'écoutent pas. Se redressant, Agnès lui dit que s'il écoutait sa professeure, de bonnes choses arriveraient. Le duc l'accuse d'être une bonne menteuse, mais Agnès le nie avec ferveur, demandant pourquoi elle voudrait du mal à son élève. Elle explique que son seul souhait est qu'il mange, dorme et vive bien. Les mains sur les hanches, Agnès déclare fièrement que son bien-être est la meilleure chose pour elle. Un léger sourire apparaît sur le visage du duc, tandis qu'il concède que pour un professeur, c'est effectivement le meilleur résultat. Agacée par son attitude désinvolte, Agnès le pointe du doigt et exige de savoir s'il l'ignore. Une diatribe sur l'inutilité de la richesse face à la mort, surtout une mort suspecte, remplit l'arrière-plan derrière une Agnès irritée. Le duc la repousse d'un geste, acquiesçant avec condescendance que tout ce qu'elle dit est vrai. Regardant le duc épuisé, qui s'est effondré sur le canapé, Agnès remarque son manque de force, et lui demande quand il a dormi pour la dernière fois plus d'1 heure. Le duc admet avoir dormi 2 heures il y a 5 jours, ce qui pousse une Agnès horrifiée à s'exclamer qu'il va mourir à ce rythme. Se levantant, le duc se dresse au-dessus d'elle et déclare qu'il est différent d'elle. Il passe devant une Agnès stupéfaite, demandant si ces terribles avertissements sur le manque de sommeil sont une malédiction. Alors qu'il s'éloigne, Agnès clarifie qu'elle ne voulait pas être dure, expliquant qu'elle veut juste que lui et Timothy vivent de longues et heureuses vies en famille. Agnès imagine un avenir heureux pour le duc et Timothy,
envisageant même une femme pour lui, et conclut que sa solitude est simplement due au fait qu'il n'est pas marié. Suggérant que ses problèmes sont dus à son célibat, Agnès est accueillie par le regard indifférent du duc, qui lui dit d'essayer une meilleure approche. Le duc déclare catégoriquement qu'il ne pense pas au mariage, et ne voudrait pas d'un conjoint juste pour gérer sa santé. Agnès sourit doucement, concédant que son point est parfaitement correct, mais ayant l'air de ne pas avoir fini. Le duc observe qu'elle n'a enfin plus rien à dire, mais Agnès réplique que ce n'est pas elle qui a commencé à parler de mariage. Agnès réfléchit à son propre statut de célibataire et aux reproches de sa famille, se demandant si elle fait perdre son temps au duc, avant de l'interpeller. Elle l'invite joyeusement à s'approcher, suggérant qu'il vaudrait mieux qu'il dorme un peu, laissant le duc momentanément sans voix. Tenant sa main, Agnès souhaite sincèrement qu'il reste intelligent et en bonne santé. Le duc la regarde avec incrédulité, lui demandant brutalement si elle est folle. Agnès explique joyeusement que les gens deviennent fous s'ils ne dorment pas, puis le pousse avec force sur le canapé, lui disant de dormir avant que cela n'arrive. Agnès présente une couverture au duc perplexe, insistant pour qu'il s'allonge. Souriante, Agnès lui souhaite une bonne nuit de sommeil et promet de monter la garde à la porte pour que personne ne le dérange. L'encourageant à bien dormir, Agnès lui fait un signe de la main joyeux en quittant le bureau. Tude. Laissé seul, le duc est assis perplexe sur le canapé après son départ. En quittant le bureau, Agnès est surprise de trouver le prince roux l'attendant dans le couloir. Le prince sourit chaleureusement, la saluant joyeusement comme « Professeur ». Une Agnès Chibi, embarrassée, tente une salutation formelle, mais le prince la repousse, insistant sur le fait que ce n'est pas nécessaire. Le prince rit, disant que son traitement bienveillant envers Ethan est une formalité suffisante pour lui. Agnès s'excuse timidement pour son erreur précédente, mais le prince la rassure en disant qu'il s'est amusé. Il l'invite à le traiter sans formalité, car il n'aime pas la formalité en dehors du palais, et elle accepte pensivement. Le prince trouve son acceptation informelle de sa requête rafraîchissante. Il lui demande si elle est en train de partir après avoir rencontré Ethan. Agnès confirme et lui demande s'il est là pour voir le duc, et il explique qu'il avait du temps libre. Il admet avec insolence s'être faufilé dehors, trouvant le palais trop étouffant. Agnès écoute avec une expression préoccupée, restant silencieuse. La narration révèle que le prince était un belliciste, redouté avant son ascension, réputé apporter la destruction. Cependant, après avoir pris le trône, il est étonnamment devenu calme et pacifique. Elle songe qu'avec son tempérament belliqueux et sa haine des bureaux, lui enseigner a dû être difficile. Le prince rit, admettant qu'il fuyait toujours les cours avec Ethan et Greta, préférant la pratique de l'épée. Remarquant leur amitié d'enfance, Agnès se prépare à lui poser une question impolie sur le duc Battenberg. Il l'observe avec attente alors qu'elle hésite avant de poser sa question présomptueuse. Avec une aura sombre, Agnès explique timidement que son excellence vient de s'endormir. Elle rapporte la grave privation de sommeil du duc et demande s'il peut être laissé au repos un instant. Le prince demande comment elle a su pour son sommeil, et après qu'elle explique que le duc le lui a dit, un sourire malicieux se dessine sur le visage du prince. Il taquine en disant qu'elle ressemble à une faiseuse de troubles malicieux sur le point de faire une farce, la rendant nerveuse. Il propose ensuite un marché, il laissera de côté la discussion sur les fiançailles, si elle lui tient compagnie à la place. Il l'invite à une promenade, l'avertissant que cela pourrait être ennuyeux, mais pas aussi ennuyeux qu'Ethan. En marchant, le prince admet qu'il voulait poser des questions sur le fils de Greta, mais Agnès déclare qu'elle ne peut pas discuter de son élève librement. Il rit, lui assurant que ce n'était pas une question sérieuse, et lui demandant ce qui est si drôle. Le prince observe qu'elle semble se disputer avec Ethan, mais elle le corrige, appelant cela de la persuasion. Elle explique qu'elle travaille à restaurer la relation entre le tuteur et l'élève, tout en assurant sa propre sécurité, et en sauvant les pauvres jumeaux. Il qualifie Timothy de cas difficile, mais Agnès insiste sur le fait qu'il est un bon enfant, au scepticisme du prince. Le prince dit qu'il a entendu le contraire, mais Agnès défend fermement Timothy comme étant sensible et gentil. Elle souhaite que le duc voie le côté gentil de Timothy, et le prince reconnaît sa tâche difficile. Le prince se demande s'il est nécessaire qu'ils s'entendent, puisque Ethan n'est qu'un oncle, mais qualifie tout de même ses efforts d'admirables. Troublée par ces mots, Agnès craint qu'il ne pense que ses efforts sont une perte de temps. La regardant en arrière, le prince commence à donner son opinion honnête. Il se tourne et confirme sa crainte, acceptant qu'elle ait raison. Choquée, Agnès demande s'il croit vraiment que ses efforts sont vains. Avec un sourire franc, le prince confirme ses craintes, déclarant que ses efforts sont effectivement vains. Ces mots directs les laissent dans un lourd silence sur le balcon.
Agacée, Agnès pense à elle-même à quel point il est brutalement honnête. Elle clarifie qu'elle ne s'attend pas à ce qu'il aime Timothy comme son propre fils, sachant que c'est impossible. Se tournant vers le prince, elle lui rappelle qu'il n'y a qu'1 an que Timothy a perdu ses parents. Le prince est d'accord, mais rétorque qu'il n'y a aussi qu'1 an qu'Ethan a perdu sa sœur, et l'Ethan brusque qu'il connaît n'est pas capable de cet amour. Concédant son point, Agnès réfléchit que l'on peut changer les pensées, mais pas la nature fondamentale d'une personne. Le prince avertit que même avec des pensées changées, il est impossible de dire comment Timothy recevra les expressions du duc, ce qui pourrait encore le blesser. Il conclut que si un changement de cœur serait agréable, fournir un environnement stable à l'enfant est la priorité absolue pour l'instant. Agnès révèle qu'elle a suggéré le mariage pour la stabilité, mais le duc a refusé, choquant le prince. Un prince chibi, embarrassé, questionne sa hâte, tandis qu'Agnès craint qu'une nouvelle épouse ne soit de toute façon pas garantie d'aimer Timothy. Le prince roux fait un clin d'œil malicieux, retournant la situation en lui demandant ce qu'il en est de ses propres perspectives de mariage. Agnès affirme son engagement à rester célibataire, mais le prince médite qu'Ethan est beau, et qu'elle doit être d'accord après l'avoir vu de près, une notion qu'elle rejette rapidement, lui disant de ne pas s'en soucier. Agnès nie avec véhémence tout sentiment romantique, s'exclamant qu'elle ne cherche pas de romance mais juste à survivre. Se penchant plus près, le prince demande une faveur, laissant une Agnès surprise bégayer pour demander de quoi il s'agit. Baigné d'une lueur dorée et florale, le prince sourit et demande formellement à Agnès d'être sa partenaire. Dans un adorable moment chibi, une Agnès méfiante demande pourquoi il l'a choisie et quelle est son intention, ce à quoi le prince demande froidement si c'est sa réponse. Alors qu'il s'éloigne, Agnès balbutie une explication, et le prince remarque nonchalamment qu'il n'avait pas réalisé qu'une invitation à danser en nécessitait une. Le prince regarde en arrière avec un sourire confiant, déclarant que, quelles que soient ses questions, elle l'accompagnera au bal. Sa déclaration est claire et définitive, alors qu'il affirme qu'il n'acceptera aucun refus. Agnès demande pourquoi il a pris la peine de demander si le refus n'était pas une option, et il explique son véritable motif. Si Ethan apprend qu'elle est sa partenaire, le duc assistera certainement. Alors que le prince s'en va, une Agnès surprise demande si le duc viendrait vraiment, et le prince l'assure avec confiance qu'il le fera. Agnès demande ce que sa présence a à voir avec son Altesse, et le prince explique que sa cousine peut offrir à Timothy les soins conjugaux qu'Ethan ne peut pas. Le prince révèle son plan de matchmaking. Sa cousine a des vues sur Ethan et est assez gentille pour accueillir son neveu. Agnès reste un instant sans voix face au plan élaboré du prince. Avec une étincelle de compréhension, Agnès réalise tout son plan et s'exclame qu'il aurait pu le dire dès le début. La scène se déplace vers Timothy, qui crie sous le choc à propos du bal royal et exige de savoir avec qui elle va y aller. Agnès explique joyeusement qu'elle se rendra au bal avec le prince héritier à sa demande, laissant Timothy stupéfait d'apprendre qu'elle sera sa partenaire. Une Agnès satisfaite sourit, clairement ravie de ce tournant des événements. Timothy demande doucement si elle y va vraiment, et une Agnès légèrement distraite répond simplement « Hein ». S'énervant, Timothy crie avec colère, exigeant de savoir si elle va vraiment au bal. Agnès explique calmement qu'elle n'a d'autre choix que d'accepter l'invitation du prince, ce qui laisse Timothy silencieux et abattu. Elle tente de le rassurer, expliquant qu'elle ne fait que l'accompagnera, et reviendra après avoir jeté un coup d'œil. Tapant la tête de Timothy, Agnès l'informe qu'elle ne peut pas enseigner ce jour-là, tandis qu'il se jure silencieusement qu'il ne peut pas la laisser aller chercher une femme pour son oncle. Agnès se perd dans ses pensées, se souvenant qu'elle rêvait autrefois d'assister au bal royal, réputé splendide. Un souvenir de son passé refait surface, lorsqu'elle rêvait d'aller au bal avec le fiancé que ses parents avaient arrangé. Son souvenir montre une vision d'elle-même dans une magnifique robe jaune, dansant avec son ancien fiancé. Perdue dans ses pensées, elle se souvient comment ils ont grandi ensemble, et se demande si ce qu'elle ressentait alors était de l'amour. Revenant au présent, elle conclut que, puisqu'elle ne peut même plus se souvenir de son visage, ce n'était probablement pas de l'amour après tout. Timothy reste silencieux et maussade, tandis qu'Agnès lui pose une main réconfortante sur l'épaule. Timothy lève soudainement les yeux et lui dit de ne pas y aller, puis crie qu'il refusera l'invitation pour elle. Il lui attrape le bras dans une petite crise de colère, insistant sur le fait que l'événement ne lui convient pas, mais elle rétorque qu'elle a déjà assisté à des événements similaires auparavant. Agnès sourit de manière rassurante, disant à Timothy de ne pas s'en inquiéter. Vaincu, Timothy marmonne peu importe, mais la supplie toujours de ne pas y aller. Rouge de confusion, Timothy insiste sur le fait qu'elle est sa tutrice, et qu'elle n'a donc pas besoin de rencontrer qui que ce soit d'autre. Timothy s'agite,
disant qu'elle peut l'appeler comme elle veut, ce qui pousse Agnès à faire semblant de pleurer, bien qu'il l'accuse de simuler. Un minuscule Timothy, inquiet, demande si elle pleure vraiment tandis que de jolis gribouillis tristes flottent autour d'eux. Timothy négocie nerveusement, offrant de l'appeler maîtresse si elle promet de ne pas y aller, mais bien qu'Agnès note que sa tactique fonctionne, elle insiste sur le fait qu'elle doit y assister. Dans un rêve chibi, Agnès feint de sangloter, pensant à quel point il est adorable, tandis qu'un Timothée paniqué court chercher des mouchoirs. Agnès sourit, abandonnant son jeu et l'informe joyeusement que les professeurs ne pleurent pas. « Eh !» crie Timothy, déconcerté par son tour, mais Agnès le remercie pour son inquiétude, sachant qu'il était préoccupé pour elle. Agnès explique l'importance de socialiser et de revoir de vieux amis, mais Timothy se moque, qualifiant ses amis de tas d'incompétents qui se regroupent. Quand Agnès lui demande qui lui a dit ça, il réplique que c'est évident, mais elle le corrige fermement sur l'importance de l'amitié. Timothy sourit, demandant si elle a beaucoup d'amis, forçant Agnès à admettre timidement que la quantité n'est pas ce qui compte. Agnès tente une approche différente, soulignant que même le fier duc a des amis, mais Timothy l'accuse de se moquer de son oncle. Elle insiste, expliquant que même quelqu'un qui se prend pour le don de Dieu a des amis, laissant Timothy sans répartie. Timothy déclare avec obstination qu'aucun d'eux n'a besoin d'amis et qu'elle ne devrait passer son temps qu'avec lui. Pointant un doigt vers elle, Timothy la défie d'oser aller au bal. Avec une détermination féroce, Timothy jure que quoi qu'il arrive, il se mettra sur son chemin. Avec une aura sombre, Timothy la regarde d'un air menaçant, la défiant d'oser dire qu'elle y va. Agnès a des sueurs froides, réalisant que la menace de Timothy est sérieuse et que son sabotage pourrait être bien pire qu'une simple robe déchirée. Forçant un sourire joyeux, Agnès essaye de calmer Timothy, lui disant de se détendre avant qu'il ne se fasse des rides. Alors qu'une grande horloge indique que la leçon est presque terminée, Agnès suggère qu'il termine pour la journée. Assise à son bureau avec Timothy, Agnès décide que c'est l'occasion parfaite de mettre en œuvre un nouveau plan qu'elle envisageait. Elle se tourne vers Timothy, lui disant qu'il peut finir le reste de son travail pour ses devoirs. Les aiguilles d'une horloge ornée avancent, sonnant 3 heures. Alors que l'horloge continue de tic-tac, la scène se tourne vers le duc Ethan, écrivant diligemment à son bureau. Les aiguilles de l'horloge continuent leur lente marche alors que le duc lève enfin les yeux de son travail, un silence emplissant la pièce. Toc. L'aiguille de l'horloge ayant dépassé l'heure, le duc pose sa plume de manière décisive. Se levantant de son bureau, le duc se demande à voix haute pourquoi elle n'est pas encore là, puisqu'il est déjà plus de 3 heures. Avec une expression lasse, le duc pense qu'il attend depuis 3 heures et n'a pas pu se concentrer sur son travail. Ses pensées se tournent vers Agnes Graham, reconnaissant que même ses associés conviendraient qu'elle est étrange, alors qu'il l'imagine échevelée. Il médite sur son étrange désespoir et ses pitreries bruyantes mais amusantes, admettant qu'il a laissé les choses passer plus que d'habitude. Le duc sourit, admettant qu'il n'a observé ses actions que parce qu'il n'avait jamais eu l'intention d'écouter, tandis qu'une Agnès Chibi réagit avec choc. Dans un flashback, le prince marche avec Ethan à travers un grand hall, lui demandant s'il trouvait la situation amusante. Le prince suggère astucieusement qu'Ethan a dû être intimidé pour supporter de telles absurdités, et le duc, de retour dans son bureau, admet qu'il a raison. Le duc confirme que c'était amusant, au grand plaisir du prince, mais ajoute rapidement que c'était tout. Il explique que c'était juste un simple divertissement, bien qu'il admette qu'elle est une bonne, bien que bruyante, enseignante qui connaît ses limites. Le prince le taquine en plaisantant, prédisant qu'Agnès ne sera pas une nuisance longtemps et finira par se calmer après avoir bavardé. Entouré de roses, le duc dit froidement au prince que, malgré ses espoirs, Agnès n'est rien de plus qu'une tutrice amusante pour lui. Le prince rétorque qu'elle lui semblait mignonne, et quand le duc s'interroge, il explique que c'est mignon la façon dont elle chasse un prédateur, puis demande si ce prédateur est le duc. Le prince exprime son soulagement que le duc ne soit pas intéressé, déclarant qu'il déteste l'idée de se battre avec lui pour une femme, laissant le duc silencieux. Le prince sourit, affirmant qu'il perdrait s'il se battait. Pendant ce temps, le duc se souvient d'Agnès lui demandant sa main et du plan du prince de l'emmener au bal, pensant que le goût de son Altesse est vraiment mauvais. Le prince s'éloigne avec un sourire triomphant après sa conversation avec le duc. Se retournant, le prince demande effrontément au duc silencieux s'il est en colère à propos de quelque chose. Le duc pousse un léger soupir, demandant calmement pourquoi il serait en colère. Le prince exprime son soulagement, notant l'expression effrayante du duc, puis médite qu'une petite romance avec la tutrice devrait être acceptable, puisqu'elle n'a pas l'intention de se marier. L'expression du duc s'assombrit,
alors qu'il interprète une petite romance comme une déclaration vulgaire, selon laquelle le prince n'a l'intention que de jouer avec elle. Il imagine une Agnès inconsciente acceptant joyeusement l'invitation du prince, ignorant qu'il n'a aucune intention de prendre ses responsabilités, et se souvient de sa sincère préoccupation pour lui. De retour dans son bureau, le duc s'inquiète qu'elle soit déjà tombée follement amoureuse du prince héritier. De plus en plus agacé, il se demande pourquoi elle est en retard, et décide de la prévenir de ne pas se laisser manipuler par le prince. Il s'appuie sur son bureau, remettant en question sa propre irritation grandissante pour quelque chose qu'il se dit n'être rien. La scène passe à Agnès dans une nouvelle robe, se rappelant de faire attention avec l'exigeante comtesse de Westwick. En calèche, Agnès se sent soulagée d'avoir envoyé une lettre à la maison de Westwick pendant son congé. Elle regarde par la fenêtre, ravie que la comtesse l'ait invitée à prendre le thé et que ses plans se mettent en place. Agnès se sent reconnaissante pour la gentillesse de la comtesse, la considérant comme une bonne personne, contrairement à une certaine personne qu'elle connaît. Elle sourit avec suffisance, pensant que cette certaine personne est probablement heureuse qu'elle ne soit pas là pour s'immiscer, et décide de le laisser profiter de la paix. Elle renouvelle sa détermination, reconnaissant qu'une approche directe a échoué mais réaffirmant qu'elle n'a pas abandonné. Avec une expression sérieuse, Agnès renforce sa détermination. Une somptueuse calèche blanche et dorée avance dans une rue pavée. Agnès se remémore un étrange souvenir d'il y a 14 ans, où elle a suivi 2 hommes, dont l'un ressemble à un duc plus jeune. Une femme sans visage en robe rose se tient seule, tenant un délicat parasol. La calèche approche tandis que la femme en rose attend sur le bord de la route. Dans un cadre dépouillé, Agnès est assise seule dans la calèche, perdue dans ses pensées. Les yeux d'Agne sont fermés, tandis qu'elle s'enfonce plus profondément dans ses souvenirs. L'obscurité inonde son esprit, rempli du sentiment prémonitoire de ce qui se passera lorsqu'elle ouvrira les yeux. Un souvenir terrifiant surgit, une silhouette encapuchonnée lève une épée pour frapper une Agnès horrifiée et agenouillée. De retour au présent, Agnès touche sa poitrine, se rassurant que les choses changent lentement pour le mieux. Sa calèche, tirée par 2 chevaux blancs, arrive enfin aux grandes portes d'un vaste domaine. Descendant de la calèche, Agnès remarque leur arrivée anticipée et regarde devant elle avec une tranquille détermination. 2 enfants, un garçon aux cheveux bruns rosés et une fille blonde, courent joyeusement vers Agnès, criant que leur maîtresse leur a manqué. Agnès rayonne de bonheur en étreignant les 2 enfants, les appelant chaleureusement ses anges. Le petit garçon lui demande si elle va bien, et Agnès sourit, confirmant que oui. La fille blonde, Céline, fait la moue et accuse Agnès d'aller très bien après les avoir abandonnés, ce qui déconcerte Agnès. Dans une adorable explosion, Céline traite Agnès de méchante pour avoir démissionné sans un mot, tandis que le garçon ajoute qu'elle a rompu sa promesse d'écrire des lettres. Agnès sourit timidement, essayant d'expliquer qu'elle avait ses raisons pour son départ soudain. Alors qu'une femme vêtue d'une robe pourpre royale apparaît dans les escaliers, les enfants la saluent avec enthousiasme en tant que Lady Westwick. Agnès essaie de saluer Lady Westwick, mais Céline l'interrompt, s'accrochant à elle et insistant sur le fait qu'Agnès lui parlait. Tandis qu'Agnès essaie de rappeler à Céline de saluer sa mère, Céline demande effrontément à sa mère si elle peut attendre, ce à quoi Lady Westwick sourit tendrement. Lady Westwick accepte gentiment d'attendre, satisfaisant la possessivité de sa fille envers la maîtresse. Agnès réfléchit intérieurement à la jovialité inébranlable de Lady Westwick, avant de s'excuser auprès de Céline et Ben d'avoir rompu sa promesse et de les avoir fait attendre. Elle les rassure dans ses pensées qu'elle ne les a jamais oubliés. Quand une Céline sceptique lui demande si elle le pense vraiment, Agnès confirme que oui, et c'est pourquoi elle est venue les voir tout de suite. Agnès s'excuse de son retard et dit sincèrement aux enfants à quel point ils lui ont manqué. Dans un panneau de style chibi, une Céline Sunder déclare qu'elle pardonnera Agnès pour cette fois, avec un Ben timide qui fait écho à ses paroles. Les enfants commencent à se quereller quand Céline dit à Ben d'arrêter de la copier, ce qui incite une Lady Westwick amusée à demander si leur dispute est terminée. Lady Westwick accueille formellement Agnès, alors qu'elle essaye de s'incliner respectueusement, tandis que les 2 enfants continuent de se chamailler joyeusement à ses pieds. En tapant dans ses mains, Lady Westwick attire astucieusement l'attention de ses enfants, en menaçant de mettre fin à leur goûter plus tôt, puisque leur maîtresse doit rentrer chez elle juste après. Les enfants semblent consternés à l'idée qu'Agnès parte si tôt, mais Lady Westwick les exhorte à se dépêcher et à changer de vêtements pour profiter au maximum de leur temps. Après un accord silencieux, les 2 enfants s'élancent pour se changer, criant pour voir qui arrivera le premier, laissant les 2 femmes les regarder. Pendant le thé, Lady Westwick évoque l'idée de leçons de groupe pour ses enfants, Céline et Ben, ainsi que pour le marquis Reynolds, dont on parle.
Agnès admet nerveusement que le marquis peut être un fauteur de troubles, bien que Lady Westwick rétorque qu'elle a entendu dire que c'est un bon garçon, bien que difficile. Prenant une gorgée de thé, Lady Westwick demande calmement à Agnès la raison précise pour laquelle Timothy doit se joindre aux leçons de ses enfants. Agnès est surprise par la franchise de la question de la comtesse souriante. Agnès se souvient nerveusement de la rumeur selon laquelle ceux qui mentent au doux sourire de Lady Westwick rencontrent une fin terrible. Choisissant l'honnêteté, Agnès déclare qu'elle pense que l'élève a désespérément besoin d'amis de son âge. L'expression de Lady Westwick s'affûte, tandis qu'elle demande si Agnès a l'intention d'utiliser ses enfants pour le bien du marquis Reynolds, choquant Agnès. Agnès admet à contre-cœur que cela pourrait être perçu ainsi, incitant Lady Westwick à commenter son honnêteté désespérante et à demander la vérité complète. Agnès explique qu'elle pense que la nature lumineuse et bonne de Céline et Ben serait une influence positive et aiderait beaucoup Timothy. Ses pensées développent que, bien que Timothy soit un bon garçon, il est émotionnellement distant et a de nombreux aspects rudes. Elle conclut son raisonnement, persuadée que les enfants Westwick guideraient sûrement Timothy dans la bonne direction. Lady Westwick observe qu'Agnès semble très attachée au jeune marquis et Agnès sourit, affirmant que c'est un enfant adorable. La scène se concentre sur une délicate tasse de thé reposant sur sa soucoupe. Agnès est assise en face de la comtesse, admettant que malgré sa confiance, elle a encore des inquiétudes. Lady Westwick regarde Agnès et, entendant sa conviction, décide qu'elle fera confiance à son jugement. Agnès rayonne de gratitude et Lady Westwick confesse qu'elles n'ont pas réussi à trouver un nouveau tuteur approprié depuis son départ. Lady Westwick sourit, concluant que si Timothy est assez charmant pour qu'Agnès gère 3 fauteurs de troubles, alors elle peut aussi lui faire confiance. Comme si elle se souvenait de quelque chose, Lady Westwick invite Agnès à rester dîner, à la grande surprise d'Agnès. Agnès accepte avec enthousiasme pour paniquer immédiatement en réalisant qu'elle devra gérer les 3 enfants à la fois, mais elle essaye de se convaincre que tout ira bien. La scène se déplace vers le manoir du duc sous un ciel nocturne étoilé. Le majordome aux cheveux gris du duc est assis seul, pensant gravement qu'il ne croit pas que ce soit une bonne idée. Agnès insiste joyeusement auprès du majordome que les enfants Westwick sont de bons enfants, tandis que lui s'inquiète que leur propre jeune maître soit déjà assez difficile. Le majordome rappelle sèchement à Agnès qu'elle est celle qui prétend que Timothy est gentil et doux, la laissant perplexe quant à son propos. Le majordome explique qu'il est inquiet parce que ses standards sont uniques, mais concède que Timothy s'est grandement amélioré, permettant au personnel de enfin se reposer, à la grande joie d'Agnès. Le majordome clarifie que le bon comportement de Timothy n'est que devant elle. Il explique qu'après les leçons, Timothy lit étonnamment, malgré un flashback montrant le garçon enragé contre les devoirs. Il poursuit, révélant que la routine de Timothy se résume désormais au dîner, au bain et au sommeil, et qu'il ignore complètement les domestiques qui essayent de lui parler. Une Agnès stupéfaite se serre la poitrine, admettant avec une expression coupable qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Cependant, le majordome s'interrompt, suggérant que, si les choses peuvent paraître meilleures pour les autres, ses yeux expérimentés voient une image différente, plus troublante. Les mots du majordome laissent Agnès sans voix et préoccupée alors qu'ils sont assis l'un en face de l'autre. Une Agnès troublée tente désespérément de comprendre où son plan a échoué. Elle se souvient d'une vision de Timothy, isolé et sans visage, se tenant à l'écart du reste du personnel de maison. Elle avait espéré qu'avec amour et attention il serait chéri par tout le monde. Au lieu de cela, elle voit maintenant une image de lui s'accrochant uniquement à elle, entourée d'un mur d'épines. Agnès serre les mains, réalisant que les problèmes de Timothy sont bien plus profonds qu'elle ne le pensait et ne seront pas facilement résolus. Elle explique au majordome que les leçons en groupe sont cruciales pour apprendre à Timothy à valoriser les autres. Agnès observe avec une expression déterminée, engagée dans son plan d'action. Le majordome aux cheveux gris écoute son explication, un sourire subtil sur son visage. Le majordome soupire mais finit par céder à son plan, acceptant d'organiser l'emploi du temps avec le domaine de Westwick. Une Agnès soulagée lui confie la tâche avec gratitude, mais il l'interrompt avec une question de plus. Il demande si le duc est au courant de ses plans, laissant Agnès stupéfaite alors qu'il lui enjoint d'obtenir d'abord la permission de son maître.